Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité, c'est un humoriste, Simon Delisle. C'est ça. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Salut Ben. Salut. On est au Théâtre des Esquerres. Ouais, yes. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas vu ces petits divans rouges. Ben oui, c'est vrai. Hein? Merci Mathieu Larochelle de Ouais. nous permettre d'enregistrer dans ton merveilleux lobby. Dans ton lobby, oui. Ah oui, c'est le lobby du théâtre. C'est le lobby du théâtre. Vestibule? Vestibule. T'aimes pas ça, du vestibule? Mais non, j'aime mieux le lobby. Lobby, ok. Bon, juste à côté du bar, dans le fond. Le hall d'entrée. J'étais à côté Mais de la le hall, porte. je pense que c'est là-bas. Ben, on pourrait s'astiner sur le nom de la Je pièce. pense que ça, c'est le lobby, ça, c'est le hall. Pas mal sûr, moi. Ah, t'es quoi? Mais on pourrait Ben, s'assiner, mais on va le faire à peine. D'accord. Mais mettons, moi, j'ai passé à d'autres choses. Gros podcast T'as raison, avec Matt. Simon Delisle, Ouais. humoriste que j'apprécie beaucoup, Oui. Ouais. que j'ai vu à quelques reprises, une fois en spectacle, puis évidemment dans beaucoup de podcasts, dont le fameux Bon Dimanche, puis à sous-écoute, puis un peu partout. Mhm. Là, toujours quelqu'un de bien sympathique. Le gagnant de la première saison du concours prochain de stand-up. nouveau, prochain stand-up, ouais. Prochain stand-up. J'ai failli manquer le nom de l'émission. Animateur de sa rentre au poste estivale. Festival. À Énergie. On les Non, salue. très belle rencontre, ça a été très On est fun. obligé de plugger Énergie parce qu'on est sur la plateforme iHeartRadio. iHeartRadio. Fait que là, il faut comme faire de la pub pour Énergie. C'est pas- Ouais. c'est pas vrai, c'est Ah pas non? vrai. Ah ouais? On a déjà été sur iHeartRadio, je sais pas si ça a déjà fonctionné. Je sais pas. Ah ouais, j'avoue, hein, Faudrait je pense que qu'on a essayé de le mettre. Je suis même pas sûr s'il se rend. Je pense que oui. Ben, je pense que c'est Énergie qui a dit non. OK. Il voulait pas nous avoir. Faudrait voir. Appropriation culturelle, ça va nous mettre dans la marde. Mais gros podcast, on a jasé plein d'affaires. On a jasé beaucoup de bouffe, évidemment. Oui, évidemment. On a jasé de son parcours d'humoriste, puis l'École nationale de l'humour. Puis c'était bien intéressant. le côté écriture aussi. Là. Ouais, parce que Ouais, c'est beaucoup. beaucoup comme ça qu'il s'est fait connaître. Parce que qu'il même a commencé sa si, carrière, en fait. même s'il n'est pas encore aussi connu que les grandes vedettes de l'humour québécois, ça fait quand même 15 ans. 15 ans Ouais, qu'il fait de qui l'humour. roule, ouais. Fait que, non, je pense qu'on a eu une belle discussion. Yes. Belle rencontre, ça passait vite. Je pense Passait que vite, vite, vite. vous allez passer une belle heure Ben oui. en sa compagnie. Et un petit peu la nôtre aussi, quand même. On a Toujours mis un peu notre là. touche de couleur. Toujours un peu. Toujours un peu là. Bonne écoute. Ben merci à nos, À nos partenaires, Matt. Ah, ben oui. Le Théâtre des Esquerres, genre. Ben, je l'ai nommé au début. Bon, on l'a nommé tantôt, mais- ouais. Puis, Normalement, c'est parce qu'on a une formule d'habitude. Ah, ouais, c'est ça. qu'on Toi, t'étais run, attaché puis à là- cette formule-là. Puis tu Ben, peux je sais pas, remercier c'est- Hydro-Québec d'un coup. Ça fait longtemps. J'ai écouté Ouais, les vieux c'est ça. podcasts, on remerciait ce percé pendant un bout aussi. Qui ça? Super C. Super, si. ok. J'avais oublié ce Ah, c'est bout-là. vrai. Ouais, Tu réécoutes nos vieux podcasts. T'es rendu là, toi? J'ai pogné un buzz, j'ai écouté le podcast de Guy Audouin cette semaine. J'ai dit, hey, je vais aller le Il était réécouter. dans ça tes fait souvenirs longtemps. Facebook, mais moi aussi, il était dans Ouais, mes c'est souvenirs ça, c'est Facebook. exactement fait que ça. Je l'ai pas écouté, par exemple, je suis pas allé jusque-là. J'ai pas été lame à ce point. Juste aller le réécouter, j'étais curieux, j'étais comme, de quoi qu'on avait parlé? Tu sais? On avait parlé de plein d'affaires, mais surtout après. Ouais, c'est Le ça. podcast. Ouais, C'est ça ouais. qui Ça, c'est le mélange. podcast, il y a On a longtemps. deux podcasts. C'est ça. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Un podcast enregistré, l'autre Fait pas. que finalement, c'était intéressant, Guy Jourdain? Ah, c'était crissement bon. Ouais, c'était super bon. Mais c'était-tu meilleur après? Ou... Non, c'était l'émission Ouais, était écœurante, l'émission était super bonne, bon. ça va Ouais, on peut-être couvre large. Allez réécouter l'épisode 55, Guy Laissez Jourdain. faire Simon Delisle, allez écouter Guy Jourdain. C'est pas vrai. Ouais, mais c'est parce que si vous écoutez pas celui de Guy Jourdain avant celui-là, vous allez rien comprendre. Ah ouais, j'avoue. C'est Dans dans le AC Universe. Ouais, la c'est ça. cinématique. le ACU, là. Le ACU. Le ACI, voilà. Donc, mais juste pour vous dire aussi, c'est parce que Simon Delisle, il est canon dans le ACU. Là. Mais l'épisode des Picbois n'est pas canon, par contre. Non, c'est non, à non, côté. ça. C'était C'est un petit autre standalone. writer qui l'a fait. Merci, Ouais. les gars. Ah, ben, Merci, Matt. bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. C'est pas deux filles le matin, ça. C'est grave. 4 gars l'après-midi. C'est littéralement ça, en fait. C'est vrai de ça, c'est ça. C'est exactement l'inverse. On est le némésis de 2 filles le matin. Aujourd'hui, on va parler comment changer ses tires. Une belle sacoche en bambou, les gars. Ouais, c'est ça. Ouais. On pourrait ramener. Voyons, c'est comment ça s'appelait, le testostérone? Ah oui, ça c'était bon, ça. Ça c'était Ah ouais, une bonne hein? idée, ça. Ça, c'est Ça a bien, bien ça a bien vieilli. vieilli. Ah, c'est- C'est surtout ça, c'est que ça a super bien vieilli. là. Très, très bien. J'ai Ouais. vu le sketch au Club Soli il y a 2 semaines, je pense que c'était les 4 filles, mais ils faisaient estrogène au lieu de Ouais, Club Soli. Au lieu de Ah oui, testostérone. de testostérone, ouais, c'était bon. Là. Ça, c'est un bon flash. Ouais, des bons flash dans ce show-là. Ouais, à date, oui. Ça, Vraiment, là.
Des bons sketchs. Tu l'as-tu fait, toi, à date, Simon? Pas encore. Pas encore? J'entends l'invitation. T'as ton invitation. J'ai dit, Arnaud, il sait que ça me tente. Là. Ah ouais? Comme maintenant, il y aura un trou quelque part, là, puis ça va fitter. Là. J'aime leur côté un peu désinvolté. Oui. Tu sais, ils décrochent puis ils s'en foutent. Là. C'est Exact. très impro, là, en fait. Là. Exact. Là, c'est ça, le sketch pas trop pris au sérieux. Parce que des fois, des sketchs trop pris au sérieux, mais comme mettons le bye-bye, que j'adore. Là. Mais des fois, quand vu que c'est très, très pris au sérieux, puis c'est du monde sérieux, c'est du gros budget puis tout, tu peux pas te décrocher, tu peux pas, tu sais, ça fait moins SNL un peu. Comme ça, ils se permettent ça, puis les sketchs sont tout aussi bons, là, je pense. Là, c'est bon que Arnaud il a pas l'air trop préparé, fait que ça donne de quoi d'unique. Ouais, ben ça rappelle un peu ce qu'il faisait dans que la fête du monde était à 7 heures. Ouais. Tu sais, que les caméramans qui rient, puis l'ambiance, puis tout le monde, Ouais, tout le monde est sur le bord de craquer tout le temps. J'avais pas pensé. Ouais, c'est bon, il faut bon comparatif, effectivement. Puis le fun est là, on voit que le monde qui le font ont le fun. Fait que quand tu le regardes, t'as le fun qui vient naturellement. Ouais, exactement. Yes. Il y a un beau lousse qui se place, puis c'est le fun. Fait que t'aimes ça jouer des sketchs? T'en fais pas souvent des sketchs? J'en fais pas souvent. J'ai pas eu l'occasion d'en faire souvent. C'est pas parce que j'aime pas ça. Ouais. J'ai plus de le stand-up naturel. Mais tu sais, moi, j'ai fait du théâtre. J'ai fait un deck en théâtre avant de faire de l'humour. Fait que je suis quand même capable de jouer un peu, je pense. C'est juste que l'occasion, c'est pas présenté tant que ça en ce moment. Mais c'est pas parce que j'ai une aversion pour les sketchs quoi que ce soit. Là, je suis un bon public pour ça aussi. Fait que peut-être qu'un jour, il s'ouvrira un pan de ma carrière plus vers le sketch. Je suis pas fermé à ça du tout. Mais t'en as déjà fait un bon avec Joe Cormier. Ah ouais, derrière un plexiglas un peu malaisé. C'est drôle parce que tu sais, Joe, c'est un bon ami à moi. Là, puis il avait fait déjà le réalisateur de films porno. Il avait fait 2 capsules. Puis il dit qu'il était d'écrire la 3e. Puis j'y lance ça de même. Je dis, en tout cas, si t'as besoin de quelqu'un qui est là pour faire un rêve d'enfant, tu me le diras. Puis il était en train d'écrire la 3e, qui était pas nécessairement ça au départ. C'était vraiment le Père Noël. Ouais. Mais le rêve d'enfant est comme venu. Ah, man, j'ai une idée. Puis il a réécrit le sketch avec moi dedans. Écoute, on a eu du fun à faire ça. Là, non, c'est parfait. Là. Puis le malaise du jeu. Ben, pas de malaise, mais il y a comme une envie d'être là, mais qui est comme pas sûr non plus. Ouais, c'était parfait. Là, en arrière du plexiglas. Là, puis non, c'était magique, ça. Je suis déçu, on dirait que je l'ai pas vu, celle-là. Le réalisateur 3, là, c'est la conclusion de la trilogie. Facile à trouver sur YouTube. Ouais, c'est ça. Ouais, le réalisateur porno. Je sais pas c'est quoi le titre exact. Là, réalisateur, je pense que c'est vraiment juste ça. Joe Cormier, de toute façon, sur sa chaîne Facebook, YouTube. Il y en a 3. C'est ça, c'est encore un film de porn, dans le fond. C'est la 3e volet de sa trilogie du réal. Moi, je suis dedans comme un invité plus ou moins désiré, là, mais je t'en dis pas plus. Écoute, là, non, le punch est bon. Le punch est vraiment bon. C'était vraiment cool, ça. On dirait qu'il y en a moins des sketchs sur Internet de ce temps-là. Ben, ça dépend. Tu sais, si tu vas sur TikTok, puis tout ça, tout le monde fait ses propres sketchs. Il y a quelque chose d'un peu. Tu sais, que je disais tantôt le bye-bye. Moi, j'ai toujours été un gros fan. Puis c'est un de mes fantasmes d'auteur d'écrire sur le bye-bye un jour. J'ai déjà lancé J'ai déjà lancé des perches. À un moment donné, ça va marcher. Mais puis on dirait que ce côté-là, très léché, c'est beaucoup de travail à faire des sketchs. Là, surtout quand tu fais des parodies, puis il faut que tu maquillages et tout ça. Fait qu'on dirait que le monde se démotive un peu vu la charge de travail que ça demande de faire un sketch. Puis on n'est plus à l'époque où on peut faire comme des petites vies. Tu sais, c'est un peu comme ça a comme vieilli moyen. Puis le sitcom, souvent, c'est plus proche de la vraie vie que du sketch. Fait qu'on est comme entre deux. Mais là, tu vois, avec TikTok, Instagram, le monde qui se font des persos, des chaînes et tout ça, ils font des sketchs un peu plus boboches, low budget, avec des filtres bizarres, mais ça marche. Fait que, tu sais, je pense que ça a jamais disparu. On en voyait moins tel quel, mais on parlait du Club Soli, c'est un bon exemple. Ouais. On voit que l'intérêt pour le sketch, le personnage, la parodie revient un peu plus, puis ça a toujours été présent. Tu sais, on est à peu près du même âge, j'imagine. Fait que, tu sais, il y a eu une époque où les films parodies, ça avait la cote, Naked Gun, puis tous les films de Hot Shot et des choses comme ça. Ouais, puis même après, il y a eu aussi toute la série de Scary Movie, puis toutes les autres, le Super Hero Movie, qui c'était moyen, mais c'était très, très, très mauvais. Le premier était bien bon. Scary tout Movie. Le reste, il y a une couple de bonnes scènes dans le 4 ou dans le... Mais le 1, moi, ça reste un film que j'ai plus ri. Le deuxième aussi, quoique, là, avec le gars avec la petite main dégueulasse qui fait juste demander de l'aide, puis la fille veut juste pas y toucher. Un peu dégueulasse. Mais le 1, il y avait des perles là-dedans. Je l'ai réécouté plus tard, Batté, parce que j'avais manqué quand j'étais plus jeune, puis j'ai ri. Ça, c'est un bon film, Batté. J'ai fait, que j'ai manqué du niveau du film, j'avais jamais saisi parce que j'étais trop jeune. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est la définition même d'étirer la sauce, je pense. Les Scary Movie, là, c'était comme... Je me demandais, c'était quoi? C'était film d'humour ou film de... c'est ça, c'était film d'humour, les films de super-héros. Film catastrophe, film d'ado, film de... Mais tu sais, c'était étiré là. Puis tu sais, c'est parce que
quand tu regardes un peu moi, je m'intéresse bien gros au cinéma, puis j'écoute le podcast de Julien Bernatchez qui s'appelle Box Office. Lui, c'est un fou des chiffres, là, comme un film vaut. Puis un film comme ça coûte rien à faire. Là. Une parodie, là, c'est des acteurs pas très connus, c'est low budget, ça coûte rien. Puis niveau rentabilité, c'est énorme. T'sais, il va coûter 10 millions à faire, il va récolter 60 millions. Tu as fait 10 fois ton budget. Ouais. Fait que le monde en font, puis ils en font même des moyens. C'est pas grave, ça sort direct en DVD. C'est quand même payant pour un studio de faire ça. Fait qu'à un moment donné, ils font comme, hey, écrivez-moi un film comme vous avez fait, mais là, c'est un film d'ado. Ils vont écrire ça sur le coin de la table. C'est moyennement bien écrit. Les acteurs sont corrects. Mais au ratio de ce que ça coûte, c'est payant. Ils en sortent tellement qu'à un moment donné, ça se dilue. Fait que je pense que c'est pour ça que le sketch et la parodie a peut-être perdu un peu de sa superbe, parce qu'il y a un bout que c'était bien fait, là, Hot Shot, Naked Gun, Load Weapon. Il y en a beaucoup, des vraiment bons, là, bien faits, avec des bons acteurs. Tout ce qui est Monty Python, des longs sketchs d'une heure et demie. Oui, exactement. Puis c'était long à faire, c'était des gros budgets, puis c'était pas toujours rentable, mais c'était la qualité avant la rentabilité, puis maintenant, ça a switché de bord. C'est pas cher, parce que tu dis 10 millions, mettons, mais au Québec, 10 millions, on en ferait combien de films? Là? Exactement. C'est au moins 10 galaxies dans une galaxie de chez genre. Puis c'est long à écrire dans une galaxie de chez vous, c'est dur à faire, puis c'est des bons acteurs. Là, tu regardes le pacing, ouais, non, c'est ça. Le pacing est quand même intense. Tu fais comme, voyons donc, c'est All-Star. Puis même là, les producteurs sont comme, on n'est pas sûr. Voilà. Toujours une question d'argent. L'argent, ça vient toujours dans la discussion. Quelle fois t'es déconnecté, comme peut-être que ça marchera pas. Là. Ouais. Ben ça pourrait, mais tu sais, parce que ça va coûter cher pour le marché qu'on a si ça marche pas. T'sais. Payer tous ces acteurs-là qui sont des grosses têtes d'affiche pour la plupart, puis la mise en marché, puis tout ça coûte cher. Ouais. Puis aux États-Unis, ben, c'est des gros studios que s'il y a un film ou deux qui marche pas, il est épongé par les autres qui fonctionnent. Il y a comme un. Ouais, puis on a accès à un plus grand marché aussi. Oui. Ce qui sort des États-Unis est quasiment mondial en partant, tandis que nous, c'est unique au Québec. Là. Juste les States, c'est 300 quelques millions de personnes. Ici, on est 8, tu sais, puis c'est pas 8 millions de personnes qui vont au cinéma non plus. C'est un petit marché en français. On s'en sort quand même bien malgré tout par rapport au marché qu'on a. Il y a quand même des vraiment belles affaires qui sortent. Là. Effectivement. Au niveau des films en général, là, pas juste la comédie. Le dernier de Guillaume Lambert cet été, c'était-tu bon ce film-là? Je l'ai pas vu encore. Niagara, ça? Ouais, avec François Pérusse. J'ai pas vu encore. Vraiment, c'est spécial, puis c'est slow pace un peu, mais c'est très Guillaume Lambert, puis ça marche. Véronique Dicker est incroyable là-dedans, puis François Levac aussi, puis Pérusse aussi. C'est cool de voir Pérusse d'un film comme un rôle qui est pas un personnage. Non, c'est ça, puis ils font des petites références à Pérusse ici et là, c'est parfait, c'est pas trop. Là, juste assez. C'est ça, faut pas bouder son plaisir non plus. Je l'ai pas vu, mais il faut vraiment que je voie ça. Je vais le voir, c'est ça, bientôt. Parce qu'il va gagner un prix au festival, au gala du cinéma de Radio-Canada. Aux Iris. Iris, ouais. Iris, hein. Les Jutras. Vous savez que Claude Jutras est né à Amos? Il est enterré à Amos? Ah, vous êtes devenu fiers. La grosse fierté locale. C'est ouais. Une belle fierté. Ça a l'air qu'il y a des petites mains qui sortent de la tombe. Je dis ça de même, des petites mains. Quand le scandale est sorti, je fais comme on n'en parlera pas trop. Non, c'était un autre Amos. Amos en Estrie. Mais avant que ça sorte, quand le gala des prix Jutras, c'est un Amosois, c'est hot, là, c'est gênant. Ouais, il y en a, ouais, c'est ça, c'est que tu demandes. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres squelettes dans le placard qu'on va être obligé de changer, non, de déterrer? Puis, non, mais en même temps, ça mérite d'enlever ce nom-là. Ouais, mais c'est tous les gens qui ont gagné des Jutras qui l'ont accroché. C'est vrai, c'est comme je l'ai gagné il y a 15 ans, mon Jutra. Là, il était encore légitime. Il est maintenant exclusif. Ouais, c'est ça. Aussi, je me sens comme. Je pense pas que les gens qui ont gagné dans le passé devraient se sentir mal de ça. Pour ça, on savait pas et tout. C'est un objet au final. Ouais, exact. Puis même au-delà d'un objet, c'est que quand le prix était donné, c'était pas connu, c'était pas un phénomène connu. Non, exact. C'est pas comme s'il avait fait, je sais pas moi... tu dis que c'était pas connu, ça nécessite que l'industrie n'était pas hypocrite, mais que ça, c'est moins sûr, c'est moins... Ça, c'est une autre question. Mais mettons que là, c'est devenu d'intérêt public. Ouais, c'est ça. Ils ont réagi tout. Exact. C'est pas comme ça a été le gala des sudistes de l'époque de 1800. Le gala des sudistes. Je serais pas surpris qu'il y ait des petits villages qui font un gala des sudistes. Ils font juste tirer du gun dans la ville. Alors, le prix pour meilleur raciste de soutien. C'est un cœur, hein? Dave Chappelle, il y avait un esti de bon sketch dans Chappelle Show. Il faisait un leader du Ku Klux Klan qui était aveugle, puis il était noir. Mais il n'a jamais su qu'il était noir. Il savait pas qu'il était noir. Puis il était toujours avec sa capine, puis il faisait des speeches. Tout le monde était d'accord, venez, il enlève sa capine. Tout le monde il dit des affaires horribles, mais évidemment, il est noir. C'était parfait. Mais il est aveugle, il l'a jamais su, personne ne l'a jamais dit. Personne ne l'a contredit, il est devenu super raciste en sachant pas. C'est parfait. C'est bon aussi. Ouais. Ben, c'est ça, on est en dessous des capines, mais on sait pas qui est qui. Exact.
Exact. Mais il y en a un ou deux qui le savent. C'est un gros leader. Il faut pas qu'il enlève sa cabine. Il faut pas que le monde le sache. Je l'enlève. On se morde nos faces. Non, faites pas ça. C'est un très, très bon sketch. Un sketch d'anthologie. Peut-être que le Ku Klux Klan, ça existe pas pour vrai. Ça existe encore. Mais oui, c'est ça. C'est comme trop gros. C'est trop... Ben, c'est ça. Mais t'es dans... Vas-y. Alors, moi, je veux dire, c'est un mouvement on aimerait qu'il arrête, mais... Ouais, c'est ça. Non, mais que pendant Trump, ça n'a pas pris de l'ampleur, c'est pas, pas loin. Là. Fait que oui, ça existe encore, brûler des croix, puis mettre des capines, puis ils sont peut-être un peu plus, je mets des gros guillemets, là, discrets. C'est peut-être moi qui se promenais en cheval avec des capines et des croix en feu, mais pas tant que ça, finalement. C'est un peu comme les Proud Boys, dans le fond. Là. Ils ont pas de capine, ils se promènent en pick-up, ils ont des guns. Mais c'est le même message. C'est la même affaire. Puis, si, mettons, il y avait un gars à une manifestation qui a une croix gammée ou un drapeau nazi, là, je veux dire, c'est au même principe. Habille-toi avec ta capine, puis tu vas montrer le même message. Phil Audrey, bid de Sancy, qui parle de... C'est-tu Phil Audrey ou c'est... Non, je pense que c'est Louis T. Qui dit, savez-vous à quel point c'est dur d'acheter un drapeau nazi? Genre, quelqu'un qui se promène avec un beau drapeau nazi, là, il a travaillé fort. Oui, il est vraiment convaincu parce que tu peux pas googler puis sur Amazon acheter un drapeau nazi, ça se trouve pas. Il dit, j'ai essayé, mon algorithme est fucké depuis ce temps-là. Puis j'ai essayé d'acheter, genre, sur un magasin online, des drapeaux nazis, puis ça se trouve pas. Fait que si t'en as un, c'est que t'as un black market que tu connais, pis ça t'a coûté cher. Fait que, pas genre... Mais ceux qui sont là-dedans sont tellement à fond. Ils ont des plugs. Ils ont des plugs, puis ils travaillent fort. C'est pas juste spontanément. Ils trouvent que nazi, ça sonne bien, puis ils s'achètent un drapeau, puis comme quelqu'un qui tripe sur le métal. Puis je tripe vraiment sur le logo. Ouais, c'est un beau rouge. C'est un beau rouge. Belle croix. On dirait une araignée, il faut arrêter d'un Kleenex un peu. Ça a l'air que c'est une croix qui représente la paix que j'ai vu dans mon livre de l'Inde. De l'autre bord. Dans Da Vinci Code, il en parle. Ouais, il en parle. Ça commence de même. Ça commence de même. Dans son cours au début. C'est vrai que c'est plus dessiné. Souvent, le monde, ils vont les dessiner, ces croix-là, pour laisser le symbole, parce que l'acheter... Ça, c'est drôle. T'as-tu déjà vu des croix gammées de genre tout croche là, sur des murs? Ouais, forcément. Là, ils essayent de faire comme ça, puis là, c'est tout croche. Là. Mon sens spatial n'est pas trop. C'est pas comme de le dessiner, c'est qu'il manque des informations. Toi, là, ça a l'air bien rebelle du même, mais... Je suis habitué qu'il y ait des pointillés, c'est plus facile. Ouais, c'est ça, exact. Des pointillés. C'est sûr que le A de anarchie est plus facile à faire. Ben, des napperons de restaurant pour enfants racistes, avec des pointillés de croix gammées. Dessine ton racisme. Dessine ton nazi. Wow. Ah, non. Ça va loin. Ça a été élu projet de l'année au Sudiste Awards, d'ailleurs. Bon, on fait pas la promotion de ça, tout le monde, hein? Non, faut le mettre au clair. Surtout que notre podcast, après l'appropriation culturelle, ça me porte un estime. On est direct dedans. Mais on est gentils. On est gentils. On n'est pas des méchantes personnes. Mais non. Sinon, premier passage en Abitibi, Simon? Ou Non, je suis déjeuné à quelques reprises. Je suis venu l'année passée avec la tournée du Gros Boc. C'est Derek Frenette qui a organisé ça, mais on n'était pas venu à Amos l'année passée. Non. On était à Lebel, Matagami, Ville-Marie, Val-d'Or-la-Sarre, si je me trompe pas. Rouen-Noranda, peut-être? Ouais, c'est vrai. Puis Rouen, Amos, ça avait donné qu'on pouvait pas venir. Je sais pas pourquoi, c'est Derek qui organise ça avec les salles. Ouais, il est venu il y a 2 ans, c'est vrai. Il est venu l'année passée. Ils sont venus cette année aussi. Puis ils sont venus cette année. Je suis venu moi l'année passée avec Bruno Lee, Julien Dionne, puis Derek, puis moi. On avait beaucoup de plaisir. Puis je suis venu une fois avec Jean-Michel Anctil quand je faisais sa première partie. Ah ouais? Puis je suis venu avec l'école de l'humour aussi. Puis j'étais allé à Val d'Or quelques fois au prospecteur qui faisait des soirées là. Donc je suis quand même venu là, à quelques reprises. Puis j'ai une blonde qui venait de Rouen pendant un certain temps quand j'étais au cégep. Ben oui. J'avais déjà visité le coin. Mais j'étais allé à Matagami hier, ça faisait 2 fois. À Moss, je pense que la dernière fois c'était avec Anctil. Puis on avait plusieurs années là. Fait que c'est un bout que j'étais pas venu ici. Tu veux que ça a changé? Ouais, écoute, c'est dépaysé, j'ai pas reconnu. Ils avaient vraiment une belle salle, par exemple. C'est vraiment le fun de jouer ici. Ouais, je vois ça. Oui, on est gâtés pour ça. On est vraiment belle salle. Ils ont une très belle salle. Puis l'accueil ici est le fun. En général, en Abitibi, pas faire des clichés, mais moi, j'ai du Saguenay. Puis quand on s'éloigne un peu, souvent, Saguenay, la Côte-Nord, l'Abitibi, il y a une chaleur, il y a une proximité. Je sais pas, il y a peut-être un peu moins de. Il y a un peu moins pas mal de
spectacles puis d'événements ici. Fait que le monde ne sont pas, mettons, blasés de si je ne vais pas là, j'irai demain. Puis il y en a. À Montréal, le monde peut voir plusieurs shows par jour, tous les jours. Alors qu'ici, ou dans les régions plus éloignées, c'est plus des événements. Fait que souvent, l'ambiance, c'est hey, aujourd'hui, c'est notre soirée de sortie. Là, on n'a pas sorti ce mois-ci, c'est notre soirée. Un peu plus, c'est qu'il y a le côté événement qui amène une effervescence vraiment trippante. Moi, c'est pour ça que je reste pas à Montréal, je pense, parce que je serais incapable de pas y aller. Ouais. Quand il y a quelque chose, le phénomène du FOMO, là, je suis sûr que je serais dedans. Là. Si je suis pas là, je vais manquer quelque chose. Moi, ça serait le contraire. C'est à moi, Simon, il passe, ça suffit une fois aux 6 ans, je vais aller le voir. C'est ça. Parce qu'à Montréal, je vais aller le voir demain. Je vais aller le voir demain. Je vais aller le voir demain. Ok, c'est ça, toi. Pour quelqu'un en particulier, mais moi, je baigne dans ce milieu-là depuis 15 ans pratiquement. Là. Puis au début, la scène d'humour à Montréal existait, mais c'était pas au niveau que c'est là. La pandémie a fucké un peu la patente pendant 2 ans, mais de façon générale, quand je suis sorti de l'école en 2010, il y avait peut-être 2 soirées d'humour, rodage dans des bars. Ouais. Puis aujourd'hui, il y avait... en fait, Saint-Lazare. Ouais, ça, c'était en périphérie, mais à Montréal même, dans des bars, il y avait le Saint-Cyboire. D'ailleurs, il y a un documentaire que Ben Lefebvre a fait qui s'appelle Les coulisses du Saint-Cyboire. Oui, j'ai entendu parler. Avec des takes, il y avait toujours des caméras installées au Saint-Cyboire pour filmer les shows. Avec des petits reportages. Il a fait ça. J'ai pas encore vu, lui, il paraît que c'est extraordinaire. Il est sorti? Il est sorti, mais je sais pas s'il l'a mis sur les Internet parce qu'il a fait des. Il y a eu des teasers. Il y a des teasers, il a fait des diffusions pendant le ZooFest à quelques reprises, mais maintenant il va sûrement le dropper sur YouTube. Oui, c'est sûr. Mais il y avait le Saint-Cyboire, t'avais l'Abreuvoir à Montréal, qui est aussi un bar qui existe encore. Puis un moment donné, ça a popé. Puis là, il s'est mis à avoir des soirées partout. Certains meilleurs que d'autres, il y en a qui mouraient rapidement. Mais là, aujourd'hui, mettons, avant la pandémie, aujourd'hui, ça repartit quand même pas pire, mais avant la pandémie, moi, je pouvais, mettons, roder le même numéro dans la même semaine, une 12aine de fois, 15aine de fois si je voulais, pas dans le même bar. Là. Aller au bordel, aller à l'Abreuvoir, aller au Jockey, aller au West Shefford, tu sais, juste sur l'île en tant que tel. Fait que si t'es consommateur d'humour, mercredi, tu vas aller voir un show, il y a des choix. Jeudi, il y a des choix. Lundi, il y a des choix. Dimanche, il y a des choix. Fait qu'à un moment donné, ça amène un côté, au début, comme tu veux rien manquer, mais maintenant, il y en a tellement que tu es comme, là, je peux pas juste vivre dans un bar à regarder des shows tout le temps ou faire des shows tout le temps. Ben, tu peux, mais c'est très mauvais pour... c'est ça, pour bien des raisons. Pour bien des raisons. Puis j'imagine qu'un gars qui regarde de l'humour à tous les soirs, à tous les semaines dans des bars, à un moment donné, il vient tanner aussi. Oui, il y en a qui sont humour geek. Les autres, ils écoutent ça comme ils écoutent du sport. Il y en a qui écoutent le hockey 3 fois par semaine, il y en a qui vont avoir des shows 3 fois par semaine. Mais moi, j'ai fait ma carrière beaucoup... là, je fais beaucoup de stand-up, mais j'ai eu et j'ai encore un volet auteur important dans ma carrière. Puis je l'ai fait comme ça, moi, au début, quand je suis sorti de l'école. J'allais voir des shows. J'allais, faire des shows, mais même quand j'étais pas booké, j'allais dans les bars voir les shows, voir les collègues et tout ça. Puis je prenais des notes, je prenais des idées de gags, des notes pour les personnes qui faisaient des numéros. Puis j'allais leur donner des gags. J'ai donné des gags à des centaines de personnes. Juste de « Hey, j'ai une idée de gag, c'était vraiment bon ton numéro, j'ai eu cette idée-là, ça tente d'aller brainstormer. » Fait que j'ai tiré comme ça j'ai semé comme ça tranquillement des pistes. Puis une fois de temps en temps, il y en a un qui me rappelait. Puis là, on allait brainstormer. Des fois, ça cliquait, des fois, ça cliquait pas. Puis de ça est né des collaborations avec Stéphane Poirier, avec Phil Roy, Martin Périsolo, avec des gens comme ça que parce que je suis allé les voir puis je leur ai donné un gag, ça fait que crime, c'était intéressant, le gag est bon, puis en plus j'ai le dos des... Et puis tu sais, c'était pas genre ton numéro, je sais comment le rendre meilleur. Tu sais, c'était plus comme hey, j'ai une idée, si ça te tente, tu m'appelles, sinon c'est pas plus grave que ça. Fait que Mariana Maza, ça a commencé comme ça aussi. Fait il y avait des relations comme ça. Fait que je me suis tissé moi-même une notoriété ou une connaissance du milieu comme ça en le faisant moi-même. D'aller voir beaucoup de shows puis d'aller dans beaucoup de bars, même quand je jouais pas, ça m'a été payant à tous les sens du terme, à long terme. Ce qui est drôle, c'est que moi-même, la première fois que j'ai entendu parler de toi, parce que moi, je t'ai connu plus dans les podcasts au début avant de te voir sur scène les choses, mais la première fois que ton nom est venu dans mon oreille, c'est Madza qui t'avait droppé à sous-écoute qui disait que t'étais un des meilleurs auteurs qu'elle avait connu. Fait que si tu veux ton autorité d'auteur, t'es arrivé en Abitibi pour moi avant ça. Tu vois? C'est ça. Fait que ça a été payant, là, Ça a été payant, absolument. Puis à un moment donné, j'ai atteint un certain niveau où je faisais plus d'écriture que je faisais de la scène. Puis c'était pas ça mon but, dans le sens que j'aime beaucoup écrire, mais la scène, ça va rester ce que j'aime le plus faire, là, monter sur une scène, faire des jokes. Fait que là, j'ai comme rétabli un peu le balancier, là, avec le prochain stand-up que j'ai gagné. Puis ça a ramené une espèce d'équilibre que là, je fais plus de scènes que de geeks d'auteur, j'en fais encore, mais je choisis plus mes combats. Là. C'est des projets que ça me tente, avec des gens que ça me tente. Parce qu'il y a un bout là, que, tu sais, il fallait travailler. Fait que j'ai accepté plein de contrats, j'ai fait plein de patentes qui m'ont formé, mais qui n'étaient pas toujours
nécessairement aussi stimulants les uns les autres, mais qu'ils ont été très formateurs. Mettons Piment Fort, moi j'ai écrit pour Piment Fort pendant 2 ans. Ah oui. Puis on écrivait du 600, 700 gags par semaine. Là, dans la vieille version ou dans la nouvelle? La nouvelle mouture, ouais. T'es en train de dire que c'est écrit tout ça? Ouais, tout. Ah ben maudit. Même plus que ça. L'illusion est tombée. C'est pas juste écrit, mon gars, parce que, mettons, vous vous rappelez un peu de Piment Fort. Ben oui. Un jeu, mettons, je prends toujours le même exemple, mais parce qu'il est clair. Ça s'appelait « Tu viens souvent ici ». Puis c'était des phrases de pick-up line pour cruiser des personnages célèbres ou mettons, Batman. Comment tu fais pour cruiser Batman? Donc là, mettons, on avait 3 invités. Puis eux autres, il fallait qu'on ait 6 exemples de punch pour chacune. Fait qu'il fallait avoir 15 gags de Batman, 15 gags de Napoléon, 15 gags de Cléopâtre. Puis eux autres, ils en gardaient un. Un exercice de l'ENH, là. Ouais, non, c'est ça, mais c'était de la faire de la saucisse, là. On appelle ça faire de la saucisse. Ça peut avoir l'air un peu plate dit de même, mais c'est formateur. Quand tu sors de 2 ans de faire ça, là, après ça, demande-moi 10 gags de râteau. Laisse-moi 5 minutes, puis je vais te pondre 10 gags de râteau à feuilles. Ils seront pas tous killers, mais il va y en avoir 2-3 des vraiment bons. Une couple d'autres qui vont se diluer un peu dans la masse, mais je suis capable de faire activer comme une switch dans ma tête qui s'allume. Fait que pour écrire pour la radio, pour écrire dans certains contextes, c'est bon d'avoir eu cet entraînement-là, mettons. Ouais, parce que tu considères la radio, est-ce que tu considères la radio comme écrire de l'humour saucisse aussi? Il faut que ça sorte rapidement, il faut que ça soit... Ben, pas seulement saucisse, je veux pas mettre ça comme si c'était péjoratif, c'est juste que la radio, les gens écoutent ça dans un certain canevas, dans le sens où ils sont dans leur auto. Ouais. Des fois, ils pognent la moitié de l'émission, des fois, ils en pognent 5 minutes. Fait que quand tu fais une chronique d'humour à la radio, il faut que le monde puisse rentrer dans le thème, puis dans les gags qui arrivent à la première minute, à la première seconde ou à la dernière. Il faut qu'ils puissent catcher le gag. Il faut que ça soit clair, concis et rapide. Fait que c'est sûr qu'à la radio, tu n'iras pas beaucoup dans le 2e, 3e degré, dans la profondeur du texte, plutôt dans l'efficacité. Tu trouves une bonne ligne, quelque chose d'original, puis là, tu drops des jokes. Fait que c'est plus dans ce petit-là que je veux dire que quand tu écris tous les jours, j'ai fait tout l'été, moi, à Radio Énergie, 40 chroniques différentes en 2 mois. C'est sûr que maintenant, tu tombes dans des sujets un petit peu plus légers, un petit peu plus faciles, un petit peu plus convenus, mais les gens dans les autos, en venant de travailler, ils n'ont pas envie, ils sont pas dans un mood nécessairement d'entendre autre chose que ça. Ils aiment ça les personnages, ils aiment ça les coups de téléphone, ils aiment ça les listes, les 10 choses à ne pas faire en voyage. Ça a l'air niaiseux de même, mais il faut que tu trouves 10 bons gags pareils. Fait que c'est juste un autre style d'écriture, pas que je trouve qu'un est meilleur que l'autre. Chacun a sa raison d'être. Quand quelqu'un vient voir un show comme ce soir, ben là, il peut avoir du 2e degré, des callbacks, de la réflexion, des fois plus mordant, des fois plus léger, des fois de l'anecdote. Je peux me balader là-dedans, parce que les gens sont avec moi pendant 1h30. Mais les gens, quand ils sont avec moi 4 minutes, à la radio, ils font juste m'entendre, il faut que je sois rapidement efficace. Ouais. Penses-tu que, évidemment, l'avant, l'après, prochain stand-up, ça t'a amené complètement ailleurs, c'est sûr. Est-ce que l'impact de ce show-là a été plus fort que ta présence à la radio, par exemple? Ou le prochain stand-up, tu disais? Que la radio? Je pense que oui. Je pense que le prochain stand-up est arrivé d'un moment... ça a été comme aigre-doux parce que autant les gens étaient pognés chez eux puis que les codes d'écoute de la première saison étaient bien meilleurs que la deuxième. Pas à cause du talent des humoristes, juste parce que les gens étaient chez eux et avaient besoin de rire. Fait que c'est arrivé d'un bon moment. J'ai été vu par beaucoup de gens. Après ça, l'effet que ça aurait pu amener tout de suite après n'a pas été aussi forte que j'aurais voulu parce que tout était fermé. Quand j'ai gagné, tout était fermé. Oui, puis là-dedans, il y avait un numéro à Juste pour rire, je pense aussi. J'avais un show à Juste pour rire. J'avais un show solo à Juste pour rire que j'ai eu cette année, finalement. Okay. Je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Mais ça devait amener comme un engouement comme là. Puis ça s'est un peu plus dilué dans le temps, fait que j'ai peut-être pas récolté tout ce que j'aurais pu récolter. Cela dit, oui, je pense que oui, parce que la radio, en ce moment, j'en ai fait un peu. J'en ai fait un peu cet été. Puis j'en fais encore pendant le temps des fêtes. J'y retourne pendant le temps des fêtes, puis peut-être l'été prochain. C'est sûr que oui, mais ça, c'est une affaire que tu builds avec le temps. Plus t'en fais, plus le monde t'entend, plus ça crée quelque chose. Alors que le prochain stand-up, c'était condensé pendant 2-3 mois. On m'a vu beaucoup, on m'a vu gagner. Fait que ça donnait un boost plus rapide, mettons. Si on l'étale dans le temps, peut-être que la radio va être plus payante à long terme. Mais mettons que vu que le prochain stand-up a été plus payant niveau exposure que la radio à date. À date. Surtout que c'est de la radio l'été aussi. C'est peut-être pas le même impact. Exactement. Puis je suis pas encore très connu, mais beaucoup de gens m'ont écrit cet été, me disaient hey, je te connaissais pas, je t'ai découvert à cause de l'émission. J'ai adoré ça. Je pense que c'est très payant, puis c'est juste du positif que je retire de ça. Mais en cours, à l'échelle courte, c'est sûr, quand j'ai gagné le prochain stand-up, les entrevues, puis tout le monde en parle, est venu pas longtemps après, et tout ça, tout était un peu lié avec ça. J'aime mieux votre dynamique de
votre trio de l'été, qu'on dirait que le trio qu'on entend pendant la saison, on ne dira pas trop fort. Là. Il y a le côté aussi, l'été, nous autres, on n'est pas là longtemps. Ouais. C'est quand même usant de faire de la radio, ça paraît pas. 3 heures en ondes, c'est quand même plus exigeant qu'on parle, je veux pas me plaindre. Mais l'été, on a comme moins le temps. Quand l'été a fini, on voyait qu'on était tous fatigués. Okay. Si on a vu comme 2-3 mois de plus, peut-être ça aurait paru un peu. Là. Mais là, on était encore dans le hype, on était tight, puis on n'était pas fatigués, puis on était encore très allumés. Peut-être que la radio régulière, qui sont là toute l'année, à un moment donné, ils pognent des petites poches d'air une fois de temps en temps pendant la saison. Puis c'est normal, j'imagine. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué, puis c'est vrai. Puis c'est pour ça aussi que les radios, c'est très siège éjectable comme métier. Il y a beaucoup de changements de gens, d'animateurs, de chroniqueurs. Puis ton émission, t'as l'impression que ça va bien, puis là, le boss dit c'est fini, demain tu rentres pas. Puis c'est comme ça, puis il faut l'accepter. À cause de ça, je pense aussi. Je pense que ça s'essouffle rapidement, puis il laisse pas le temps de te relever. Si ça s'essouffle, t'es hors d'en prendre d'autres. C'est ça. Il y a quelque chose de très. En même temps, quand t'es prêt, tu es prêt à jouer le jeu, tu connais la game, c'est comme ça va être ça, mais je pense que c'est un peu pour ça aussi. Ouais, tu veux pas laisser le monde aller écouter l'autre show à côté. Tu veux réagir. Ce qui est arrivé à Dominique et Martin finalement. T'sais. Ouais. Ouais, ça c'était. Les autres, ils n'ont pas eu une grosse c'était chance, bon, ça. Les autres, il aurait fallu le laisser un peu de temps. Ouais, ça, je pense que oui. Parce qu'il y avait des grosses chaussures aussi. C'était les grandes gueules. C'était les grandes gueules, puis c'était écouté, ça faisait vraiment longtemps, puis c'était comme bien établi. Puis là, tu changes comme toute la dynamique. Fait que. Il aurait laissé 1 an ou 2, puis je pense qu'ils auraient trouvé leur créneau, puis leur air d'aller. Puis quand ça commençait à moins bien aller, ils ont commencé à retrouver les grandes gueules, que leur show de tournée allait pas aussi bien qu'ils pensaient, et qui ont dit oui, puis pour des montants d'argent dérisoires. Donc, crise de bon sens. Tu peux pas dire non en affaire de même. Ben non. Ils ont accepté de revenir, puis ils sont partis avec les mêmes fans que quand ils sont partis, avec les diffuseurs étaient contents, puis tout ça, là, c'est normal. Ouais. Sinon, tu fais de la radio, mais moi, si Pierre-Marc t'a découvert par les podcasts, moi j'ai découvert par ton podcast. Ouais, c'est ça, c'était par son podcast. Okay, c'est ça que je voulais dire, les bons dimanches. Okay. C'est un show que j'ai dévoré. Littéralement. Dans tous les sens du terme. C'est vraiment bon, ça. T'en as fait combien? J'en ai fait une 60aine à peu près, grosso modo, peut-être un peu plus. Tu faisais ce que j'ai toujours voulu faire, inviter le monde, puis les filmer en mangeant, puis en jasant. Ben moi, c'est ce que j'aime. Les 2 choses que j'aime le plus faire dans la vie, mettons, hormis mes enfants et tout, là, je veux dire, mettons, socialement, c'est manger. Puis je jaser puis rire. Moi, honnêtement, si tu me demandes une dernière soirée à passer sur Terre, encore une fois, je mets ma famille et mes enfants de côté, mais je veux dire, socialement, c'est une bonne bouffe. Compte pas. Une bonne, parce qu'ils sont dans une autre ligue. Là. Mais une bonne bouffe avec des amis, c'est ce que je préfère. Puis moi, j'aime ça recevoir chez nous, j'aime ça préparer de la bouffe. Puis j'aime l'état dans lequel on est. En général, avant d'aller manger, surtout quand c'est quelque chose qu'on sait qu'on aime. Là. Tu rentres chez quelqu'un, ou tu vas chez ta mère, puis t'as fait le repas que t'avais quand t'étais petit, puis ça sent. Tu viens dans un état, pas d'euphorie, mais il y a un état de réconfort, de chaleur, il n'y a pas vraiment de problème de ta vie qui vont se coller à toi si t'as une bonne bouffe devant toi. Ouais. Puis le meilleur exemple de ça, c'est... j'en ai déjà parlé, mais j'aime ça parler de cet épisode-là. J'avais reçu Phil Roy puis Kat Levac à mon podcast, peut-être assez tôt, là, dans les épisodes. C'est sur YouTube, ceux qui veulent l'écouter, tout est encore là. Puis eux, ils étaient à ce moment-là, pas encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, particulièrement dans une étape où ils prenaient très soin de ce qu'ils mangeaient. Ils faisaient très attention, les deux avaient perdu beaucoup de poids, puis ils faisaient bien attention à ce qu'ils mangeaient. Fait que moi, je les invite les deux, puis là, ils me disent les affaires qu'ils veulent manger, puis moi, je demandais des comfort food, là, parce que je suis pas un chef. Je sais cuisiner, mais je suis pas un chef. Demande-moi de faire simple, je vais bien les faire. Un carpaccio, mettons. C'est plus compliqué, mais si tu me demandes de pâté chinois, il va être sa grosse crise de coche. Fait que ça, il me demande juste des affaires d'ado sur le munchies, des pizzas pochettes, des pogos, des affaires de même. Puis là, je leur dis, moi, écoute, ça me dérange pas, je vais vous faire de quoi, mais là, vous êtes conscient que ça va être cheat day en esti, là. Ils vont comme, non, inquiète-toi, c'est dans notre agenda, on est cheat day aujourd'hui, on est libre de tout ce qu'on... Ils se sont préparés en conséquence. Puis quand ils sont rentrés dans la maison, puis j'avais fait de la friture, j'avais fait des oignons français, j'avais fait des pogos, des pizzas pochettes, du pudding au riz, c'était très calorique. Mais ils sont rentrés, puis Kat a dit, j'ai un peu le goût de pleurer. Elle dit, ça sent la friture, ça sent je sens le fromage et tout ça. Puis je fais tellement attention de ce temps-ci qu'il était. Fait que moi, je leur ai donné une pizza pochette qui a plus ça d'une calzone, c'était gros de même, avec une plate sur le milieu de la table qui avait des rondelles d'oignons puis des pogos maison. Mais j'ai été obligé de remplir l'assiette 2 fois parce qu'ils m'ont clippé ça. Là.
deux sur le munchies à côté. Mais il était tellement de bonne humeur, puis on parlait de plein d'affaires, puis c'était super ouvert, puis il était dans un état très le fun pour jaser avec quelqu'un, tu sais. C'était dans cette idée-là que je voulais faire. Puis c'est pas pour rien qu'il y a plein de shows à télé comme ça, là. Il y a des shows à télé avec Kim Tu, il y en a un. Les Caprices de Laurent que j'ai fait avec Laurent Paquin partaient un peu de ça aussi. Coup de food. Exactement. Ça marche bien, puis c'est le fun de manger. Fait que moi, je demande. C'est le fun de voir du monde manger étrangement. Oui, moi mais pas le ASMR, juste du bruit, là. Et moi, sur mon algorithme, il y a juste ça. Des concours de gars qui mangent, du monde qui font des reviews de bouffe, là, j'ai juste ça. Mais je comprends pas. Moi, tout, j'en ai plein dans mon algorithme, mais j'écoute pas tant d'émissions de bouffe que ça. Il suffit que tu le fasses une fois. Ouais. Mais si mais c'est le nombre de secondes que t'écoutes. Si, mettons, les reviews, moi, j'aime bien Dame Drop, qui est une émission qui est sur Netflix aussi, un grand monsieur avec une barbe noire, puis il est immense, puis il est vraiment de Oui, puis c'est sur toutes des fast-food. Des fast-food, souvent, puis il y a toujours genre, je vais prendre la personne, ce que la personne a commandé avant, puis il est super sympathique. Fait que lui, tu peux pas l'écouter, tu sais. La bouffe devient accessoire parce que le gars est tellement hot. Fait que, tu sais, quand ton algorithme sait que t'aimes ça, ben, elle va t'envoyer des autres comparatifs, des équivalents. Fait que tu tombes dans un loop infini, là. Fait que ce podcast-là, c'est ça. Ça a été. Puis, tu sais, je l'avais mis sur la glace un peu, je manquais de temps, puis là, je l'avais reparti pendant la pandémie avec un traiteur qui s'appelle Olive Orange à Montréal, qui m'avait approché pour faire de quoi avec moi. Puis là, le concept, c'était le même. Je demandais les comfort food du monde, je donnais ça à lui. Puis lui, il concoctait un repas custom. C'est hot, ça. Au début, il faisait la livraison aussi, c'est ce que je comprends. Au début, moi, je me disais, il doit avoir des plats préparés, il va envoyer des choses bonnes, mais qui ont déjà. Non, il faisait vraiment des repas custom pour la personne. Tu sais, comme Thomas Levac puis Stéphanie Vandelac étaient venus. Eux autres, ils tripent ses pogos. Fait qu'il avait fait comme 5 sortes de pogos différents, un peu à la coréen, avec des foie gras, du sirop d'érable, puis des patentes, des sauces qu'elle a avec. Fait que il est vraiment custom pour chaque invité, puis il est livré chez eux, puis on faisait ça sur notre laptop, tu sais. Chacun chez soi pour éviter le. Puis à un moment donné, j'ai manqué de temps, sauf que j'ai reparlé justement avec le traiteur il n'y a pas très longtemps. Puis lui, il est encore super willing. Fait que là, peut-être qu'on leur ferait dans leurs locaux à eux, il y a de la place pour manger. Mais, mais moi, avant, quand je faisais ça chez nous, moi, je suis pas bon en montage et tout ça. Fait que j'ai engagé des gens pour filmer et faire le montage. Je faisais la bouffe. J'étais commandité pour la viande, mais le reste, c'était moi qui payais. Ouais. Puis la bouffe, c'est moi qui la faisais. Fait que ça me demandait presque une journée de temps. Ouais. Ça me coûtait de l'argent. Puis, à un moment donné, au-delà de l'argent, j'ai manqué de temps. Puis, je voulais pas le faire à moitié. Fait que j'ai mis ça sur la glace, mais j'ai pas dit que c'était fini pour autant. Non, que j'allais pas le refaire à un moment donné. Mais peut-être dans une autre optique, avec une autre dynamique. Mais l'idée de manger un repas que tu as le goût de manger avec du monde, ça suscite toujours des discussions, des fous rires, un état dans lequel les gens sont heureux puis sont prêts à se confier et à jaser. Ouais, surtout que la première question, c'était tout le temps, c'est quoi ce repas-là pour toi? Qu'est-ce qu'il représente? Fait que déjà là, t'es fait plonger dans du facile. Il y aurait peut-être un mix à faire avec Pat le chef puis ça. Lui, il fait la bouffe. Ouais. Avec une fille tout nue à côté? Peut-être pas. Parce que Pat le chef, c'était Carrière Rebelle. Ça aussi, ça vieillit bien. Il y aurait plein de crossover à faire parce que la bouffe, c'est quelque chose qui est récurrent. Il y a plein de monde qui font des affaires de cuisine ou wannabe, ou des reviews, c'est très à la mode, mais on m'en parle beaucoup du podcast, même si ça fait quand même 2 ans que je ne l'ai pas fait. C'est une des choses qu'on me parle. Je pense qu'on me parle plus de ce podcast-là que du prochain stand-up. C'est ça. T'avais une grosse communauté quand même là-dessus. Quand même. Puis, tu sais, j'étais pas dans les premiers, mais tu sais, il n'y avait pas tant de podcasts. Quand je l'ai sorti, on n'était pas beaucoup, là. Il y avait, sous-écoute, évidemment, 3 bières. Carré de sable commençait aussi. Il y avait comme peut-être une dizaine, gros max. Puis, à un moment donné, ça a explosé, puis là, 900. Mais quand j'ai commencé, puis j'ai eu une nomination aux Olivier les premières années avec ça, parce que justement, j'étais dans les premiers un peu. Puis même, à sous-écoute, des fois, il en parlait parce que j'étais dans ceux qui étaient quand même vus. Fait qu'on a une belle communauté qui est encore là. Sur YouTube, il y a encore plein de monde abonné. Fait que si je repartais, je pense que je repartirais pas de zéro. Fait que ça serait moins une grosse montagne on me le demande souvent quand est-ce que ça revient, dois-tu en refaire? Fait que si je décide de repartir, je pense que ça pourrait repartir assez rapidement si c'est bien fait, évidemment, et que les conversations sont le fun. T'sais. Mike Ward, il avait été pour avec Mike Patterson. Il est même qui est venu 2 fois. Il en a fait une fois avec Mike Patterson, puis on a fait une autre fois sur les laptops avec lui, puis c'était qui l'autre? C'était-tu Arnaud? J'ai un blanc. Parce que la première fois, c'était avec Mike, on était à table. Puis on avait fait une autre fois que la boîte vegan, son restaurant avait commandité, puis on s'était fait livrer de la bouffe de la boîte vegan. Puis c'était une orgie de bouffe, ça n'avait aucun crise de sens. C'était Mike, moi, puis j'ai un blanc pour l'autre personne. Mais il y a 2 épisodes où Mike est là.
C'est-tu la bouffe végane, c'est quelque chose qui t'allume un peu? Ben moi, ma blonde est végétarienne. OK. On mange végé chez nous assez souvent. Tu sais, au début, j'étais à fond là-dedans, puis je voulais être végé, mais j'étais à fond avec ma blonde là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai comme trouvé un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que je mange végé souvent, puis il y a des affaires que j'aime aussi. Mais quand j'ai le goût de la viande, un braisé, un bœuf bourguignon, un steak, il n'y a pas de comparatif. T'sais, à mon sens, il y a des affaires très bonnes végé. Mais quand tu as le goût d'une affaire, tu as le goût de manger du poulet. T'as bien beau avoir un simili poulet de Yves, la marque Yves, là. Non, si t'as le goût de poulet, c'est du poulet. Fait que maintenant, je boude plus mon plaisir de. Si j'ai le goût de manger de la viande, j'en mange. Ta mère, excuse. Ta blonde, elle trouve ça dégueulasse quand tu cuisines de la viande? C'est quelque chose qui la dérange? Non, pas du tout. Au moins, c'est ça. Ce que elle aime pas ça le faire, elle. Tu sais, prendre la viande puis faire des boulettes avec du bœuf haché, ça la cœur un peu. Mais si moi, je m'en fais. Non, puis ça a été clair dès le départ. T'sais, moi, quand on s'est connus, ma blonde était pas végétarienne. Okay. Elle n'a jamais été une maniaque de viande, mais elle mangeait de la viande quand même parce que tu sais. Puis un moment donné, c'est drôle parce qu'elle avait cette réflexion-là depuis longtemps de peut-être arrêter de manger de la viande. Elle en mangeait déjà pas beaucoup, mais tu sais, juste arrêter. Puis pas juste ça, mais il y a une soirée en particulier, on est allé voir le show Le Passe-Partout des Pic-Bois. Les Pic-Bois faisaient un show sur le thème Passe-Partout. Ouais. Puis il y avait une scène où Fardoche, qui était Max Gervais, disait « Hey, venez, je vais vous faire visiter ma ferme. » Puis là, il allait en coulisses, puis là, il y avait un écran qui descendait, puis c'était juste des images d'abattoirs, mais des images, tu sais, dégueulasses de tenir une vache quasiment avec un genou. Tu sais, les pires images d'abattoirs ever. Là. C'était ça, sa ferme. Pendant 5 minutes, puis elle m'a regardé, elle dit « Maintenant, c'est fini, je mange plus de viande. » À partir de ce soir-là, c'était fini. C'est les qui ont fait. Ben, c'était le dernier clou dans le cercueil, ça a été les Pic-Bois. C'est fini. Voir quelqu'un quasiment assis sur un cochon en train d'essayer de l'égorger qui est pas mort. C'était les pires images d'abattoir. Puis effectivement, t'sais. Fait que là, maintenant, je mange moins de viande, mais je mange ça local. Je vais chez mon boucher. Je paye plus cher pour mes affaires, mais j'ose espérer qu'ils ont un meilleur traitement que des grosses industries. Es-tu un chasseur? Non. Non, pas cher. Ça doit être dur à Longueuil de trouver. Ah, ben, il y a du dingue. Il y a du dingue. Il y a du dingue. C'est à côté de chez nous. Je peux aller au parc à pied, moi, avec un arbalète le soir. Tu négocies. Je vais chercher le souper. Mon voisin, c'est un chasseur, par exemple, qui me donne l'orignal. Ah ouais, ok. Ça, c'est cool. Parce que tu viens du lac, fait que j'imagine que t'as grandi un peu dans la pêche puis la chasse ou. Plus ou moins. Moi, j'étais à Chicoutimi, on était plus dans le place urbain. Nous autres, on n'avait pas de chalet. J'avais des gens de ma famille qui en avaient, fait qu'on allait au chalet. Eux autres, ils pêchaient, ils chassaient. Fait que il m'est arrivé de pêcher à l'occasion. J'ai jamais été chassé, par exemple. Non, mais tu sais, mettons, la viande de bois et tout ça, j'ai connu ça, oui. Plus au niveau de la nourriture qu'au niveau de la chasse en tant que telle. Ça m'a jamais vraiment intéressé. Pas parce que je trouve ça barbare. Au contraire, je trouve que c'est une pratique très noble quand c'est bien fait. Mais aller dans le bois, tu sais, je manque tellement de temps dans la vie que je veux vraiment partir 4 jours dans le bois, me cacher. Mais je trouve ça une arme, c'est compliqué, là. Puis le permis, puis t'as de pratiquer, puis acheter tout l'équipement qu'il faut. Puis, tu sais, moi, j'ai une Tesla Model 3, fait que j'irai pas à la chasse en Tesla. Ça va manquer de bornes dans le bois. Il va falloir se mettre un lift kit, je pense. Ouais, je pense que oui. T'es-tu venu en Abitibi avec ta Tesla? Non, j'ai loué un genre. Ok, ouais. Parce que la Tesla, elle traverse le parc. Ben oui. T'aurais été correct. Oui, j'aurais pu. C'est peut-être Matagami. J'ai pas vu. J'en ai pas vu. Peut-être j'ai pas cherché tant que ça. Là. Des bornes de recharge à Matagami, c'est peut-être. Parce qu'ici, j'en ai vu. Il y en a même ici au théâtre. À Val-d'Or, il y en a. À La Sorre, il y en a. Je pense qu'il y en a à Matagami. Pas mal sûr. Il y en a sûrement au moins une. Mais je trouvais ça un peu compliqué. Puis de toute façon, on a juste un char chez nous. Il fallait que je laisse l'auto à ma blonde pour les enfants et tout ça. Fait que je louais. Quand je fais des très très longs trajets, plusieurs jours, je loue toujours un char. C'est sûr que c'est un enjeu quand même. C'est logistique. Là, ça change ta version, ta façon de te voyager. Là, moi, j'ai une Kona électrique, puis si je veux aller à Montréal, il faut que j'arrête 2 fois. C'est ça. Tu as arrêté à Montserrat-Liton? Quand tu roules électrique, t'arrêtes à Montserrat-Liton. C'est très beau. Très beau. Un beau moment. Un beau petit resto. Ouais, puis une roulotte avec une porte patio. C'est bon, ça. C'est bon signe, ça. La roulotte avec le porte patio, c'est comme la première fois avec Mathieu qu'on a arrêté là pour charger, c'était le soir. Il était peut-être 10h, 9h. En tout cas, il faisait noir. On est allé souper à Cage au Sport après, fait qu'il était pas si tard que ça. Mais il faisait noir, là, c'est l'hiver. Puis on est arrivé là, puis là, on a chargé l'auto, il y a 4 bornes, puis on était tout seul. Puis à un moment donné, il est arrivé du monde en pick-up qui faisait du bruit. Puis là, je disais à Mathieu, là, c'est sûr qu'on meurt. Là. On se tuer là. On a un char électrique, eux autres. Ils vont vous péter à gueule. Non, finalement, ils sont repartis. On juste parc chauffeur à chauffeur, clairement, c'est une transaction. C'est sûr. C'est sûr que c'est le spot. La police arrive,
que vous faites? On est venu charger nos chars. Ton F-150, 92, ouais, clairement, qui est électrique. Ouais, mon gaz, il est sans plomb. Mais mon électricité est sans plomb. C'est l'électricité sans plomb. Mais ouais, mais moi, c'est sûr que c'est mon prochain char, c'est un char électrique, c'est sûr. Ben, je pense que ça s'en va vers ça, tranquillement. Là, de plus en plus, il y a un réseau. C'est sûr que quand t'es bien éloigné, c'est peut-être un pensée-y bien. Mais moi, j'étais à Longueuil. 90% de mes déplacements se font en dedans de 40 km, des fois un peu plus. Puis j'en ai de l'autonomie, puis il y a des bornes, puis des salles de spectacle en ont souvent aussi. Fait que c'est même plus une question. Puis je l'ai, ça fait un peu plus qu'un mois, puis j'adore ça. Là, puis aller me taguer. C'est tout nouveau? Ouais, c'est tout nouveau. Je l'ai commandé. Ça a pris juste 3 mois avant de l'avoir. J'étais quand même chanceux. Quand même. Mais, puis, tu sais, j'entends à la radio, le prix du gaz a augmenté, puis ça, c'est pas mon esti de problème. 2,76 le litre, puis 2 piastres, puis fini. Ouais, puis au Québec, on est quand même chanceux parce que l'électricité est plus propre. Là, elle est propre et cheap, comparément à d'autres places. Mettons aux États-Unis où ils font brûler du charbon. Ouais. C'est ridicule. Il n'est pas propre. Non, exactement. L'autre, c'est de l'eau, c'est du vent. Puis, tu sais, j'étais allé à Magog, aller-retour, faire un show, puis je me suis plugué chez nous, puis ça m'a coûté 2 piastres d'électricité. Ça m'a coûté 40 piastres de gaz, tu sais. Fait que tu le calcules comme ça, sur un long terme, là, parce que oui, le char, il coûte plus cher un peu, puis, tu sais, c'est pas parfait, là. Mais quand tu regardes à long terme. Ouais, à long terme, c'est payant. Puis c'est le fun à conduire, puis, tu sais. Je suis très content de mon achat. J'ai eu une présentation pour le Nissan Ariya qui va être prêt en 2024. Il est beau. Pour 500 km d'autonomie à peu près, c'est 58 000. C'est 58 000, tu as droit à 7 000 du gouvernement. Ouais, c'est ça. Ben là, mais je pense qu'il est plus accessible au Québec là, parce que là, il est trop cher. Non, mais c'est tout ce qui est en bas de 60 000. OK, c'est ça. Okay. Moi, je l'ai eu avec ma Tesla. J'ai eu le droit aux 7 000. Ouais. OK. Mais tu as juste à checker sur le site du gouvernement, tu vas voir les rabais. Puis, ce qu'on m'a dit, moi, parce que le gars de Tesla, c'était peut-être juste pour me vendre de quoi, mais c'est que le rabais va tomber pour les chars de 65 000 et plus bientôt. Mais le gars de Tesla, c'est-tu Elon? Ouais, Elon. C'est ça. Moi, je suis allé chez eux direct. Elon! Quand il est fort chez eux. C'est moi, char! Monsieur Musk! C'est quoi tes solutions pour l'Ukraine? J'ai amené un bat pour jaser, là, comme Joe Rogan. Puis, mais c'est ça, c'est que les rabais étaient tous les chars de 60 000 et moins, puis ça va tomber à 65 000 et moins. Fait que tout ce qui va arriver, c'est que tous les chars vont monter de prix. Parce qu'ils vont dire, ouais, mais t'as le rabais pareil. C'est 7 000, mais le char, il valait 62, les 65. Ouais, mais t'as le 7 000. Ouais, puis tous les chars vont monter. Ils ont la belle excuse du manque de chars aussi en ce moment. Là, fait qu'ils ont toutes les excuses pour le monter. Mais aussi, je pense que dans le mouvement de pensée, il va falloir aussi avoir moins de chars sur la route. Là, parce que c'est pas possible de dire on prend tous les chars à gaz, on les met tous à l'électricité. C'est juste impossible de penser ça. On ne pourra pas remplacer le parc. Fait que, il va falloir que le gouvernement investisse dans les chemins de fer, je crois. Ben, c'est ça, c'est le transport en commun. En général. Tu sais, nous autres, j'imagine que c'est la même chose au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Commencer à penser à un réseau de transport en commun à Amos, c'est pas viable si le monde paye à la cote. C'est un service qu'il faudrait que ça soit payé par la ville à complet. Au Saguenay, il y a quand même un pas pire réseau d'autobus. Je suis coutumier Jonquière. Non, mais c'est que moi j'ai vécu mon adolescence. Je faisais de l'impro, puis avant d'avoir mon char, puis d'avoir mon permis, mettons à 18 ans, j'ai quand même, j'allais au centre d'achat, j'allais chez des amis, j'allais chez ma blonde, j'allais faire de l'impro. À Place du Royaume, exactement. Même à la baie Jonquière, j'avais des amis, mettons dans ce. Puis ça se faisait assez bien quand même. C'était pas genre aux 10 minutes, il fallait tirer une demi-heure, aux heures des fois. Mais quand tu ça allait bien. Ça allait super bien. Un réseau comme. Mais tu sais, il y a plus de monde. Quand même pas mal de gens au Saguenay. Chicoutimi, Jonquière, c'est un 120 à peu près 1000. Nous autres, 120 000, mais dans ta région, exactement. Quand tu l'étales sur large, c'est plus compliqué. Mais il y a des solutions. Il faut s'ouvrir à des produits. Puis faire plus de covoiturage. Puis des fois, c'est quand même tu travailles avec quelqu'un. Une semaine, c'est ton char, une semaine, c'est le mien. Tu viens déjà de réduire de moitié. Puis le monde, il arrive ici, je vois des mondes ont des pick-up beaucoup. Puis c'est normal, je comprends. Mais le monde, ils vont travailler à la shop. Les 3 gars arrivent dans 3 gros pick-up alors qu'ils auraient pu en prendre un. Puis c'est chacun une semaine, mettons. Là. Il faut falloir qu'il y ait des incitatifs pour faire ça. Prends moins ton char, on te redonne si tu fais moins de temps de millage, on te donne temps. Puis il y a moyen d'alimenter ça, je pense, vers quelque chose. Parce que comme tu dis, c'est pas en changeant tout par l'électricité que tu vas tout régler. Parce que l'électricité a aussi ses coûts environnementaux. Il faut que tu fasses au moins un certain nombre de millages pour que ça soit rentable au niveau carbone. Fait que moi, j'en fais beaucoup de millage, j'ai juste un char pour toute ma famille. Fait que il va venir rentable niveau carbone rapidement. Mais c'est pas pour tout le monde que c'est comme ça. Moi, j'ai acheté mon char Makona, c'était le décembre 2021, en me disant, parce que je faisais au moins 100 km par jour, en me disant, ça va me coûter moins cher, ça va être plus économique. Puis après, il y a eu la pandémie. Pendant 2 ans, on a presque pas utilisé le char. Parce que là, on était à le télétravail, puis après ça, le télétravail est resté. Puis
Je bar qui est un peu moins rentable, mais finalement, on s'en sert à 2. Là, ouais, c'est ça. Puis là, le gaz est à 78, c'est comme, oh yeah! Ouais, ça va pas se mettre à descendre comme ça drastiquement. Là. Non, c'est ça. Je penserais pas. Non, je penserais pas. Ça serait étonnant que c'est pas renouvelable tant que ça comme ressource, là, on va arriver au bout de l'année. Ça prendrait un autre confinement, c'était le fun. Là. Moi, je travaillais, j'étais travailleur essentiel pendant le confinement. Fait que ce moment-là, le gaz, il me coûtait 78 cents. 80 ouais, c'est chose qu'on avait rarement vu. C'était un crise de bout. 85 cents. La pièce. Je pense que la première fois que j'ai tanké un char, moi, il était 63 cents. Quand je l'ai tanké pendant la pandémie, il était à 80. Je suis comme, Chris, on est revenu en 2001, en 2002. C'est ça, le grand reset. C'est ça, c'est ça. On revenait juste après le 11 septembre aussi. Il y a quelque chose qui se passe. Ah, mais c'était bizarre. Tanker ton char et être seul dans la ville, là. Il est 7h le matin puis il n'y a pas de mouvement. T'es comme tabarnak. Non, c'était très particulier. C'était très particulier ce qu'on a vécu. Puis je pense qu'on va ressentir les. Après, j'en parle un peu dans mon show de ça. On va ressentir les après-coups de ça sur du long terme. Là. Ça a laissé des cicatrices en date, bien du monde qui s'en sont même pas encore rendus compte. Ça les a un peu brisés pour X raisons. Là. Puis d'autres certains plus que d'autres. C'est sûr. Là. Il y en a qui juste se ressortir dans un spectacle comme ce soir, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait. C'est beaucoup. Ouais. Il y en a qui, tu sais, puis mettons, on prend l'exemple au Bordel Comedy Club à Montréal, là, qui est devenu quasiment mythique. Là. Moi, j'anime là depuis que c'est ouvert. Là. Fait que je fais partie des meubles, quasiment, je suis là régulièrement. Puis là, ils ont réouvert. Il y a eu une année qui avait des plexiglas entre les tables. Il y en avait un plexiglas devant la scène, comme un genre de dôme. On joue d'un aquarium. Là. Là, il n'y a plus ça. Là. Mais quand ils ont réouvert, mettons, vous pouvez y aller à 100%, ben, ils n'ont jamais remis autant de gens. T'sais, mettons, la capacité du Bordel 1, de mémoire, c'est 105 ou 110 crowdés à côté. Ben accordé, ouais. Puis là, ils gardent 70-75. Même à sous-écoute? Oui, parce qu'ils veulent. C'est peut-être 80, mettons, là, mais tu sais, tu pourrais rajouter un 30 personnes légalement. Là. Mais ils le font pas parce que les gens sont pas encore prêts à autant de proximité-là. Moi, j'ai fait des shows au Bordel. Là. C'était un par-dessus l'autre. Là, que la serveuse avait de la misère à passer. Il y avait un couloir pour sortir, un couloir pour rentrer, puis un pour sortir pour les humoristes parce que c'était trop serré. Puis ça, on verra pas ça, pas tout de suite en tout cas. Puis le Bordel pourrait, là, il vendrait les billets. Là, c'est pas ça la question. Mais pour le public, pour les humoristes, pour la qualité du show, pour que les gens se sentent bien, laisser un peu plus d'espace entre chaque. C'est pour ça qu'ils ont fait le Bordel 2, dans le fond, là, la deuxième salle. Mais le 2, il était déjà commencé avant la pandémie. C'était déjà enclenché. Puis ça faisait longtemps qu'ils voulaient acheter le resto qui était juste à côté, le Pèlerin Magellan qui s'appelait. Ça faisait longtemps qu'ils faisaient des offres. Puis ils avaient dit oui, la pandémie. Pendant la pandémie, ils ont construit, puis ça a été plus long. Mais c'était un peu avant la pandémie. Si je me trompe pas, peut-être que je parle très bon chapeau, mais c'était déjà enclenché le processus un peu avant. Ça vient combler le manque de en fait, c'est ça. C'est que même, au contraire, c'est qu'avant la pandémie, la demande du Bordel, c'était booké 3-4 mois d'avance. C'est facile. Là. Même les billets, c'était dur à avoir. C'est ça. Tu voulais acheter des billets, tu disais, dans un mois, on va à Montréal. Oublie ça, t'es trop tard. Il aurait fallu que tu te prennes 6 mois avant. C'était plein, les lundis ou dimanches, tout le temps plein. Fait qu'en voyant ça, ils se disaient, Chris, on peut nous ouvrir une deuxième salle, peut-être proposer des rodages de one-man show, d'autres genres de shows. Peut-être, oui, des comédie clubs, mais autre chose. Parce que c'est louable, notre salle est pleine à côté. On a des listes d'attente de fous. Fait qu'ils ont décidé le 2 était déjà un projet ça n'a pas été très long qu'ils ont déjà commencé à penser au 2. C'est-tu la même capacité que la première? Un petit peu plus grande. Un petit peu plus grande. La salle est un petit peu plus grande. Je vais encore de mémoire, mais il me semble que le premier, c'est, mettons, plein, ça serait 110. L'autre, c'est comme 130, 140. Il y a comme un genre de 20-30 personnes de plus qui peuvent rentrer dans le 2. Là. Un petit peu plus grand. Mais le mur de briques, il est fait pareil. Ouais, c'est ça. Si tu vois juste les images d'un à l'autre, tu t'en rends pas compte. La scène est un peu plus grosse, la salle est un peu plus large. Tout est un peu plus gros, mais avec le même décorum et le même... Parce que j'ai écouté le Gang Show, puis la seule chose que j'ai vue, il n'y a pas les faces d'humoristes sur le côté. C'est ça la différence que j'ai vue. Ils ont décidé de pas mettre le cadre. Non, pas le cadre dans le 2. Ils vont peut-être mettre d'autres affaires. Je sais pas c'est quoi leur projet de déco à long terme. Tu disais, tu viens du Saguenay, t'as fait de l'impro là-bas. T'as joué dans quelle ligue? J'ai joué dans la Liège, la ligue d'impro des étudiants de Jonquière, pendant 3 ans. J'ai été arbitre aussi 1 an. Ah ouais? Je faisais une ligue dans un bar qui s'appelait Le Potin. Qui n'existe plus maintenant, la bâtisse n'existe même plus, c'était un grenier, là, tu sais, d'une maison centenaire qui a été démolie depuis pour faire des condos pour des personnes âgées. Mais c'était d'un grenier, puis c'était une ligue c'était dirt, là, tu sais, on fumait sur le banc, puis pas propre. On fumait sur le banc, ça c'est un de mes rêves, Benoît, je sais pas si tu savais, là. Fumer sur le banc entre 2 impros, même fumer une smoke en écoutant un impro, crisser ta smoke quelque part, puis aller jouer. Ouais, c'était dégueulasse. Troisième entrée. Et puis le monde fumait encore à ce moment-là, puis c'était un grenier, là. Ça finissait par être, ça puait.
puis c'était dégueulasse, mais c'était le fun de jouer là. Ben, le bar ici à Amos, quand ça commençait, l'impro, ça fumait, puis je me souviens que les mondes, quand ils rentraient, ça montait sa bande pour parler, puis ils prenaient le son, je voyais juste le fume faire C'était ça. C'était très dirt, puis on avait une équipe amateur, on faisait des tournois amateurs avec cette équipe-là de la Ligue du Potin. J'ai fait la Liège, mais j'ai joué au secondaire, au séminaire de Chicoutimi. J'étais capitaine de l'équipe à Chicoutimi. Puis j'ai fait, il y a eu une ligue à un moment donné qui s'appelait, maintenant ça s'appelle la Lise, à Chicoutimi, à la Tour à Bière, mais avant, pendant 2 ans, c'était la LIF, la Ligue d'impro du Fjord, dans une autre place, tu sais. C'est que juste avant que je parte, j'ai fait cette ligue-là. Puis la Liège amateur et tout ça, mais voilà. Tu as sûrement connu Charles Bergeron, j'imagine? Bien sûr. Ouais, Bien sûr, Goupil. Ben oui. Ouais, okay. David Tardy, puis Bernard Bellé, puis Philippe David Gagné, puis Tania Beaumont, qui fait de la radio à Québec maintenant, qui est encore une grande amie à moi. Dans la vie maintenant. Elle joue dans la vie, exactement. On peut rien te cacher. Puis elle a continué. Moi, j'ai déménagé à Montréal. Puis j'ai joué un petit peu dans des petites ligues par-ci par-là à Montréal. Des petites affaires. La Sprite, mais ça s'appelait la Sprite d'été. C'est la Sprite diète. Tu faisais ça l'été. Puis j'ai rentré à l'école de l'humour. Puis j'ai comme arrêté. Puis à un moment donné, j'ai voulu en refaire. J'ai fait peut-être un match. Puis j'étais comme, non, j'ai perdu le... Je suis trop en mode tout le temps de penser à des jokes puis à writer des affaires. J'ai comme perdu le côté de laisser aller. Puis à Montréal, c'est différent aussi. C'est différent. L'agressivité du jeu. Puis, oui, mais il y a des ligues pires que d'autres. Il y a des ligues beaucoup plus amicales que d'autres. Mais à un moment donné, si j'avais insisté, probablement que j'aurais trouvé une ligue puis j'aurais retrouvé le bagou que j'avais parce que j'étais quand même, humblement, j'étais quand même assez bon en impro. J'étais assez puncheux et tout ça. J'avais des bonnes qualités d'impro, surtout pour puncher. Fait que je pense que si je m'étais laissé aller, j'avais été dans une ligue, j'avais joué plusieurs matchs, j'aurais repris cette envie-là et tout ça. Mais à un moment donné, je faisais de l'humour beaucoup, je travaillais beaucoup, j'avais plus ce temps-là, puis ça a passé. C'est prenant quand tu t'impliques en impro. Puis on dirait qu'il retournait là, je me sentirais un peu comme has-been ou un peu ringard, parce que autant que c'est à la scène, que je suis pas mal à mon meilleur, mais que là, je serais vraiment recommencé en bas. Ça ferait mal à mon orgueil. Puis on dirait que je sais pas si je veux passer par là. Puis j'étais allé revoir des matchs, pour dire que j'ai peut-être perdu parce qu'il y a un bout de ma vie que l'impro, c'était toute ma vie. Tout était tourné. Je travaillais pour gagner de l'argent pour faire des tournois. Je faisais mes parties avec du monde d'impro. Je sortais avec des filles qui faisaient de l'impro. Toute ma vie tournait autour de l'impro. M'a sauvé la vie, entre guillemets. Là. Le secondaire, pour moi, ça a été très pénible. Si j'avais pas eu l'impro et le génie en herbe, honnêtement, ça aurait... On est pareil. L'impro, génie en herbe. Tu vois? Si j'avais pas eu ça au secondaire, j'aurais sûrement fini pareil. Mais si j'ai haï l'école, j'ai haï beaucoup d'aspects du secondaire. Puis l'impro est arrivé en secondaire 2, puis comme un salvatrice. Là. Ça m'a beaucoup aidé à passer au travers bien des affaires. Là. J'ai trouvé une voie là-dedans, puis l'humour est pas si loin de ça aussi. Là. Puis moi, j'ai fait de l'impro au secondaire et tout ça, puis qu'on a choisi nos programmes de cégep. Évidemment, moi, j'ai choisi tout ce qui s'éloignait des sciences. Puis j'ai vu art et lettres, option théâtre au cégep de Jonquière. Je m'inscris là-dedans. Puis je fais des cours de théâtre. Au début, je m'en allais plus vers là-dedans. Je voulais faire des écoles de théâtre ou quelque chose. Puis une de mes profs de théâtre, qui est Doris-Hélène Guérin, qui enseigne encore, elle m'avait pris d'un coin et me dit, tu sais, Simon, regarde, t'es pas pire en théâtre, là, tu te débrouilles très bien, mais t'es toujours en train de puncher, t'es toujours en train de faire décrocher tout le monde, de faire des jokes. Ta voix, c'est l'humour, là, tu sais. La scène, oui, mais t'es un humoriste. Là. Va faire l'école de l'humour, là, puis calisse-nous patience. Pas comme ça, là, mais c'est un peu ça que ça voulait dire. Et sur le coup, honnêtement, quand elle m'a dit ça, j'ai fait, parce que, tu sais, quand t'es au Saguenay ou... C'est comme flou, c'est quoi être humoriste. Je savais qu'il y avait l'école de l'humour, mais pour une tête, il faut être comme acteur avant puis devenir ça après. Il y a comme, le trajet, c'est quoi? C'est quoi le chemin? Il n'y a pas de show, de rodage à Chicoutimi, il n'y a pas d'occasion de faire des shows autrement que de voir des one-man shows. Tu peux pas aller au cégep pour faire tes cours, pour aller au... Non. Puis nos référents en humour, c'est des grosses salles pleines de monde avec des gars avec des culottes de cuir. T'sais. Exactement. Et moi, j'avais pas de culottes de cuir. Ça va bien. J'ai tout échoué. J'ai fait de l'école de l'humour, j'ai fait de l'audition pour l'école de l'humour, j'ai été refusé une première fois. L'année d'après aussi. Puis après la deuxième refus, j'ai fait comme si je veux que ça se passe, il faut que je m'en aille à Montréal. Fait que j'ai tout lâché pour ce que j'avais au Saguenay pour déménager à Montréal en sachant pas du tout. J'ai été refusé une troisième fois, en duo cette fois-là, avec un de mes amis qui fait plus d'humour maintenant. Et la quatrième fois, c'était la bonne. Ça a pris 4 fois quand même avant qu'ils me disent oui. Puis c'était vraiment, c'est pas profil auteur, c'était vraiment stand-up. C'était vraiment... Ouais. Okay. T'as fait les cours du soir? Ouais. Quand je suis déménagé à Montréal, j'ai pris des cours du soir. J'ai commencé à faire des petits shows dans des bars, commencé à me familiariser avec ce milieu-là.
Puis, tu sais, honnêtement, j'en parle souvent du fait que ça a pris 4 fois. Les 2 premières fois, j'étais clairement loin d'être prêt. Tu sais, j'étais au Saguenay, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Ouais. C'était n'importe quoi, il avait tout à fait raison de me refuser. La 3e fois, je l'avais fait en duo avec un ami avec qui on était déménagé à Montréal ensemble. On faisait tout ensemble dans ce temps-là, de l'impro et tout. On a décidé de faire un duo d'humour. Puis, mettons que moi, je voulais plus que lui. Okay. Puis, on a fait de l'audition en duo, parce que tu peux faire ça. Puis, on n'était pas prêts. Puis, je veux pas mettre ça sur sa faute, c'est aussi de la mienne. Mais, il y avait un côté de moi, j'y tenais vraiment beaucoup. Là. J'avais pas de plan B. Là. Moi, je voulais emmener faire ça. Là. Ça prendra le temps qu'il faut. Puis, après ce 3e refus-là, je vais être comme non. Là, s'il me refuse une 4e fois, je veux que ce soit juste de ma faute. Je veux pas avoir à m'être fâché ou à avoir de l'amertume. Si je suis fâché contre quelqu'un, ça va être moi, ce sera mes affaires. Fait que la 4e fois qui a été la bonne. Mais là, j'ai fait tous les cours du soir, j'ai fait des shows de rodage. J'étais prêt quand j'étais arrivé à l'audition. Puis ils m'ont même dit mais là, ça fait comme 4 fois que tu fais l'audition. On voit que tu commences à faire des shows dans des bars, tu commences à être bon. Penses-tu vraiment que tu as besoin de venir à l'école? T'sais? Puis je leur ai dit si vous me refusez cette année, je reviens l'année prochaine. OK, il a fait comme bon, la ténacité est là. Il manque peut-être des affaires, mais il veut vraiment beaucoup. Et qui ont vu que le non n'était pas une option. Fait qu'en 2008, j'ai été accepté avec Pierre-Bruno Rivard, Adib Al-Khalidé, Charles Beauchesne, Jérémy Larouche. Pierre-Luc Pomerleau, on était une grosse année quand même. Beaucoup de talent cette année-là. C'est encore du monde avec qui je travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as vécue, est-ce que tu t'acharnerais encore à vouloir faire les auditions d'année en année ou tu disais là j'aurais fait un autre chemin, j'aurais pris un autre parcours? Si on était à l'époque qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais pris le même chemin. Dans mon cas, ça a été très... j'ai beaucoup aimé faire l'école parce que ça m'a donné une rigueur que j'avais peut-être moins. De comprendre que l'humour, c'est pas t'attends l'épiphanie puis la lumière divine de la création. Faut que tu travailles. C'est un métier, puis il y a des muscles à travailler pour être bon là-dedans. Il fallait faire des devoirs, il fallait prendre des numéros tous les semaines, il fallait faire toutes sortes de choses pour éveiller notre créativité. Fait que cette rigueur-là que l'école m'a donnée, j'ai de la misère à voir où j'aurais pu me la donner tout seul. Okay. Ça me donnait des deadlines, des obligations, voir du monde travailler. C'était effervescent que t'es pendant 2 ans. Mais j'étais rendu à ce niveau-là. T'sais, si on m'avait refusé cette année-là, puis j'avais continué 1 an de plus à travailler, puis à faire des shows, puis à me perfectionner, puis devenir meilleur, peut-être l'année d'après, j'avais fait comme j'ai pas besoin d'y aller. Il y en a qui sont rentrés à l'école puis qui étaient trop avancés. Ils étaient trop déjà bons, puis ça les a cassés. Parce que c'est pour un certain moment de ta carrière, ça peut être utile, puis peut-être pas pour tout le monde, parce que c'est 2 ans, ça coûte de l'argent, il faut que tu consacres ton temps juste à ça. C'est très demandant, tu sais. Moi, je l'ai pris à un bon moment, avec je le referais, si c'était à refaire. Mais quand des gens me parlent de « Hey, je devrais-tu faire à l'école », des fois, il y en a qui viennent me demander ça, puis ils sont déjà trop bons. Je leur dis « Tu vas tellement te faire briser, puis te faire casser, puis te faire dire que c'est pas ça qu'il faut faire. » Dans le fond, t'as déjà trouvé ta voie, va pas te faire changer. Perfectionne celle-là, puis peut-être prendre des cours avec Frank Grenier, mon ami. Frank Grenier fait des ateliers, il y en a plein qui en font. Prends des cours du soir, à la limite, tu sais, des petites affaires de même, ça, oui, des ateliers. Oui, mais tu sais, de dire, il faut que j'arrête tout pour que pendant 2 ans, je me consacre juste à ça. Il y en a pour qui c'est pas une bonne idée. Fait que c'est pas, je pense pas que c'est une... Puis tu sais, il y en a plein qui nous l'ont prouvé. Marianne Maza, ça n'a pas fait de l'école. Maud Landry, ça n'a pas fait de l'école. Matt Lévesque, ça n'a pas fait de l'école. Simon Leblanc, ça n'a pas fait de l'école. Puis c'est tout du monde excessivement talentueux. Fait que c'est pas garant d'un succès, tu sais. À l'inverse aussi, là, je bouderais pas l'école non plus. J'étais prof à l'école. Puis j'ai adoré ça, tu sais. Puis fait que je pense que c'est du cas par cas. Dans mon cas, si mettons j'étais au même niveau que j'étais quand j'étais arrivé à Montréal, oui, je le referais. Mais peut-être que ça avait été 2-3 ans plus tard, j'aurais un autre discours. Mais ça m'a appris beaucoup. J'ai beaucoup appris, là, surtout au niveau de la rigueur et la charge de travail à gérer et tout. C'était très, très pratique. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que ça va être de plus en plus fréquent, justement, que des humoristes pop sans que mais c'est déjà à l'école, parce qu'il y a tellement de soirées, tu peux tellement... Exactement. Puis il y a tellement de façons puis de gens qui peuvent t'apprendre des affaires. Puis, tu sais, l'école se modifie aussi par rapport à ça, parce qu'avant, l'école, c'était peut-être un peu trop, justement, théorique, puis ils voulaient pas qu'on fasse des shows d'un bar en même temps qu'on faisait l'école, puis il y avait un côté de comme se fermer à la réalité du milieu. Mais à un moment donné, les soirées ont tellement pris de place dans la vie de l'humour que tu pouvais pas faire semblant. Parce que moi, quand j'étais allé à l'école, comme je disais, il y avait peut-être 2 soirées. Fait que c'était facile de pas les faire. Là, il y en a 15. Quand t'étais à l'école, tu dis, vas-tu m'empêcher d'aller voir c'est quoi le circuit parce que j'étais à l'école, tu sais. Fait que là, il y a plus une ouverture qu'il y avait avant. Puis de faire du terrain. Oui, exact. Connaître du monde aussi. Là, parce qu'un numéro d'école, là, que tes amis ils rient devant toi, là, puis 17 personnes un peu chaud d'ail au jockey, là, c'est pas du tout le même number. Là, faut que tu t'adaptes, là, puis faut que tu apprennes comment ça marche. Moi, quand j'étais à l'école, j'en faisais, même s'ils voulaient pas, là, j'en faisais des shows, là, pas au point de faire en sorte que je faisais pas mes devoirs, mais j'en faisais quand même, puis ils le savaient.
Puis ça n'a jamais paru, j'étais toujours là, j'arrivais pas chaud, mort, le matin. Parce que la veille, c'était ça le problème, il avait peur que le monde arrive magané. Oui, puis qu'ils prennent des plis de bars. C'était les bars, des fois, c'est plus trash, c'est un peu plus vulgaire, c'est un peu plus bar, c'est un peu plus raw, un peu plus. Mais tu sais, il y a ce côté-là que c'est ça la vérité aussi. Il y a peut-être un juste milieu. Parce que ça paraît, là, le monde qui sort de l'école, puis qu'ils n'ont pas beaucoup sorti de l'école, puis qui vont faire des shows de rodage, t'es vois, là, t'es spot direct. Là. Dès qu'il parle, il commence le numéro, puis il est appris par cœur du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'option de sortir pour faire un petit crowd work, il n'y a pas rien, ils sont dans une case. Le numéro est super bon en show de la tournée de l'école. Mais dans un bar, après moi, qui viens de faire 10 minutes où j'ai tout pété en jasant avec tout le monde, puis en créant une espèce de vibe de bar, puis lui, il arrive avec son numéro carré, qu'en tournée, il pète tout, mais que sa scène, là, il s'est fait ramasser. Au premier Hitler, il est fini. Ça fait mal, là, au début. Là. Fait, je pense qu'il faut que tu connaisses les deux réalités. C'est un peu, on peut faire le parallèle aussi avec l'impro, là, de l'impro dans des bars. Des fois, le sujet est plus, mais c'est ça, plus bar que si dans une salle de théâtre ou dans une autre salle. Puis quand j'étais enseignant, moi, quand j'ai fait l'école de l'humour comme prof pendant 2 ans, j'étais coach d'écriture pour les 2e années. Fait que je les aidais dans le texte de vendredi, puis les textes qu'ils allaient faire en tournée. Puis moi, je leur amenais beaucoup cet aspect-là de ça a fait rire tes chums. Ça va faire rire eux autres parce que eux autres, ils ont des référents de quoi tu parles. À Rouen, ça va-tu marcher autant? Non, exactement. Puis j'amenais beaucoup, parce que moi, je faisais beaucoup de choses dans les bars à ce moment-là et d'autres choses. Fait que je connaissais le milieu pas mal dans tous les sens. Et je pense que les élèves aimaient bien ça, mon point de vue, parce qu'il n'était pas un point de vue de prof, c'était un point de vue d'humoriste stand-up qui est là comme prof. T'sais. Ouais. Fait qu'il y avait ce côté-là qui était très cool. Puis j'ai arrêté, mais j'avais plus le temps. Mais tu sais, j'ai pas fait ma porte à ça non plus. Je leur ferais. J'ai vraiment adoré. J'ai eu des belles rencontres avec ça. Marie-Hélène Gendron, entre autres, que j'aime beaucoup, que je travaille encore avec. Puis monsieur des amis, puis des contacts avec. Puis les voir aujourd'hui quand je leur enseignais, puis là où ils sont rendus là, Sam Cyr et tout ça. C'est cool de voir ça. C'est cool d'avoir fait partie un peu de ça. T'sais. OK, Marie-Hélène, genre. Marie-Hélène, ça, j'avais compris Marie-Hélène. Je cherchais. Non, Marie-Hélène, tout le monde saillit. Tout le monde saillit, oui. Qui a gagné un Olivier, d'ailleurs. Il était venu faire la tournée, justement, de l'École nationale de l'humour, eux autres aussi, pendant le Festival d'humour. Avec Charles-Olivier Saint-Cyr. C'était une grosse cohorte, eux autres. C'est une belle cohorte, absolument. Oui. Il y en a là-dedans que, on commence à avoir de plus en plus, mais il y avait des très, très gros talents là-dedans. Martel, t'es-tu là-dedans aussi, Jean-Michel Martel? C'est cette année-là? Jean-Michel, ou c'était l'année d'après, ou l'année d'avant? C'était l'année d'avant, me semble. Son numéro avec le Zeb, là. Ouais, c'est avec la graine qui vient de passer. C'est toute l'année d'après ou d'avant, là. Ouais, il me semble qu'il était avant. C'était-tu la même année que Michel Desrochers? Mais c'est dans 2 années que j'ai enseigné. Mais j'ai un petit blanc. C'était-tu la même année? C'est peut-être la même année, par exemple. Ou si c'est pas la même année, c'est l'autre d'avant ou l'autre d'après. C'est vraiment proche. Dans ces 2 ans-là, absolument. C'est flou, mais ces 2 années-là m'avaient bien marqué. C'était fort. C'est ça que, tu sais, oui, des humoristes établis, mais j'aime ça surtout beaucoup les découvrir quand ils sont tout jeunes. Pis, oui. C'est vraiment. Ils sont pas encore toutes. Les voir parcourir, là, évoluer. Première fois que je t'avais vu sur scène, c'était en 2019, au Cabaret à Laurent. Oui. Juste pour rire, son espèce de gala, pas gala, là. La vie à 600 livres. Tu sais, je te connaissais du podcast, je te connaissais comme auteur, mais je t'avais jamais vu sur scène, puis j'avais été vraiment surpris parce que t'avais tout cassé, comme on dit. C'est un numéro que je suis pas sûr que je pourrais refaire aujourd'hui. Ah ouais, c'était quoi ça? Je me souviens pas, c'était quoi? La vie à 600 livres. Mais c'est plus... Mon point de vue, c'était plus qu'on devient vraiment des mardes quand on écoute des émissions comme ça. Tu sais, je parle de la vie à 600 livres. C'est de la façon qu'on regarde ça que je tapais plus sur ce clou-là. Mais je veux pas par la bande, je faisais des jokes de gros. Mais c'est plus les jokes horribles qu'on fait dans des gens qui sont terriblement malheureux puis qui sont brisés. Puis on regarde ça, c'est gros top, on n'arrête pas de faire des jokes, mais c'était plus de cette optique-là que moi je le voyais. Mais quand tu le vois d'un point de vue de spectateur, je peux avoir l'air juste de faire des jokes de gros. Puis en plus, P.A. Méthode avait un numéro dans son show qui ressemblait à ça, puis c'était un hasard parce qu'on savait pas ni l'un ni l'autre, juste qu'on a été alimenté par la même émission. Fait que, mais j'adorais ce numéro-là, puis Laurent, lui, il me voyait faire ça au bordel, puis il hurlait de rire. Puis il voulait tellement que je fasse son gala avec ce numéro-là. On riait en dedans, puis on était comme « Ah, c'est chiant, mais quand même, c'est drôle, tu sais, mais... » Je pense que c'est quoi. Il y avait ce côté-là de amour-haine, tu sais, c'était comme avec Redoux, on se mord les dents un peu. Pis, mais j'aime ça, ce genre d'humour-là, j'aime ça faire serrer les dents. Puis j'adorais ce numéro-là, mais tu sais, il est pas dans mon show, puis je le regrette pas, là, je le renie pas, mais je le fais plus, là, tu sais, parce que maintenant, ça, le fat shaming et tout ça, c'est devenu autre chose, puis c'était pas ça que je voulais dire non plus. Le gars, il a vu Martin Matt, il a fait non, je fais plus ce gag-là. Non, exactement. Puis je travaille avec Martin Matt sur des affaires en ce moment, fait que je veux pas non plus qu'il me fasse hey, arrête de parler de gros. C'est un gros plaisir. Il y avait Maud Landry là-dessus qui commençait. Il y avait Mike Ward ce soir-là aussi. Puis, je
pense que t'avais quasiment rentré plus fort que Mike Ward ce soir-là. Il y a l'élément de surprise qui est bon dans quelqu'un comme moi. Là, je suis un petit peu, je mets des gros guillemets connus, là, mais pas encore beaucoup. Fait que beaucoup de gens, quand je monte sur une scène pour un gala, la plupart dans la salle me connaissent pas ou peu. Fait que si j'avais un bon numéro bien rodé, tête, il y a une surprise, tabarnak, je le connaissais pas, puis il est fort en étier. Il y a des gens qui viennent me voir un show qui m'ont jamais vu. Ça fait 15 ans que je fais ça. Là. Fait qu'ils partent de 0 à 15 d'une shot. Faut quand même, mon Dieu, je t'avais jamais vu, t'es donc bien solide. Mais c'est ça, pendant que tu me regardais pas, moi je me pratiquais. Mais il y a ce côté-là qui est très pratique, qui est aussi, quand t'es un gros nom, comme Matt, comme Mike Ward, les autres, on part avec des attentes là. Quand tu vois Mike Ward arriver sur scène, là, tu t'attends à ce qu'il ramasse tout, que ce soit le meilleur numéro de ta vie. Tu sais qu'il va ramasser tout. Il va, mais il peut pas descendre en bas de ça. Là. Non, moi, je pars ici. Si moindrement je suis là, je suis une légende, je suis un mythe rendu ici. Il y a ce côté-là qui est le fun dans mon niveau, que j'ai de l'expérience, mais pas encore, que les gens me connaissent pas encore tant que ça. Fait que je peux jouer cette carte-là. Puis comment t'aimes ça, vivre ça avec cette espèce de popularité-là grandissante? Ben écoute, c'est grisant, c'est sûr que c'est le fun. C'est surtout le fun quand tu vois que les gens viennent au show. Les salles sont pas toujours pleines, mais il y a des gens, puis ils achètent le billet, puis juste voir ma face, ça leur donne le goût d'acheter des billets. Puis moi, c'est ça, comme je disais tantôt, j'ai travaillé beaucoup comme auteur, puis j'ai adoré ça, puis j'aime encore ça. Mais là, je peux me permettre de prendre plus de temps de scène, puis pas avoir peur de je vais-tu payer mes comptes à la fin de l'année. Pour gagner ma vie en faisant de la scène de façon majoritaire, c'est très grisant. Puis c'est ce que j'aime le plus. Ça. Être sur une scène, dire un gag, ressentir le rire, il n'y a rien qui se compare même de proche à ça dans la vie. Puis tu sais, les gens sont toujours très gentils, mais tu sais, j'ai pas encore ce niveau-là de popularité. Puis même au Québec, les gens très connus, on est gentils au Québec, là. Pas comme en France ou aux États-Unis, de paparazzi, de whatever, tu sais. Fait que les gens qui te reconnaissent, je parle pour moi, mais les gens qui nous reconnaissent sont toujours très gentils, viennent nous voir, j'aime beaucoup ce que vous faites. Un petit selfie, des fois, c'est toujours très courtois. Fait que j'ai pas encore eu d'expérience, mettons, de fan désagréable ou quoi que ce soit. Au contraire, j'étais allé dîner avant, la serveuse m'avait reconnu, m'a attendu que j'avais fini mon repas, puis tout pour vouloir prendre un selfie puis me jaser un peu, puis j'ai aucun problème avec ça. Puis tu sais, c'est grâce à aux gens que je gagne ma vie aujourd'hui, fait que je vois pas... c'est très agréable pour l'instant. Peut-être que dans 5 ans, si on dit je suis superstar, puis on veut m'arracher mes bottes, je te dirais autre chose, mais pour l'instant, tout se passe très bien au niveau des bottes. Puis à ce soir, t'avais le goût de parler de quoi dans ton show, dans cette tournée-là? Ben, c'est sûr que je passe un peu par la pandémie. Forcément, on parle un peu de pandémie. Je veux pas faire un show sur la pandémie, mais par la bande, j'en parle un peu. Je parle des végétariens, je parle des complotistes, je parle beaucoup d'anecdotes, des choses qui me sont arrivées qui sont un peu beaucoup rocambolesques. Je parle de la mauvaise personne qu'on entre dans nous, qu'il faut laisser sortir une fois de temps en temps. Je parle des mauvaises personnes, je parle de beaucoup d'anecdotes. Un char qui est rentré dans ma maison, mané, entre autres. C'est le podcast, je pense. Je vois dans plusieurs thèmes. Fait qu'il y a une ligne directrice, oui, mais il n'y a pas un thème majeur au niveau du show. Du stand-up pur. Du stand-up, ça va d'une bouteille d'eau avec un tabouret, puis Matt Lévesque, la première partie. Ben oui, ta première partie est arrivée. Ou c'est un itinérant, on sait pas. Non, c'est Matt Lévesque. Je suis jamais sûr. Mais non, ça va être un très très bon show. Si vous connaissez pas Matt Lévesque, allez sur son Les Sauts de Mousse, peut-être qu'ils ont connu ça aussi. Peut-être, les Sauts de Mousse, mais moi je les ai connus, c'était même l'encre sur le papier avant d'être les Sauts de Mousse. C'est vrai. On parle il y a plusieurs années. Puis si vous connaissez pas ce que Matt Lévesque fait, allez sur ses médias sociaux, allez le voir en show, c'est une machine de guerre, vous allez capoter. Puis les deux ensemble, lui, il est beaucoup dans l'anecdote aussi, tout ça. Moi aussi un peu, mais on se compartimente bien. Fait que ça fait un show bien balancé, mais qui laisse pas beaucoup de temps pour respirer. Là. Je dirais qu'arriver hydraté, puis avec un pantalon lousse, parce que ça va faire mal à la rate tantôt. Il y a du gag au pied carré à soir, ça c'est sûr. Allez en jogging, allez écouter ça en jogging. Ouais, en jogging. Moi, j'ai pas de trouble. On est dans le jogging avec des running shoes, des mous, là, tu sais que t'as cassé. Là. Viens pas trop guindé parce que tu vas avoir mal à la boucle de ceinture qui te pop en haut du nombril. Là. Viens en mou. Mon conseil, viens en mou. Merci, Simon Delisle. Ça m'a fait plaisir, les gars. Merci beaucoup. Des choses à plugger? Réseaux sociaux? Instagram, Facebook, TikTok. Simon Delisle, partout, la même chose. Puis pour la tournée, là, on continue jusqu'en 2023 avec simondelille.ca. Tous les liens avec les dates, les liens pour les billets sont tous là-dessus. Puis allez écouter Bon Dimanche. Vous avez puis oui, allez écouter ça. Je repartirai ça un de ces 4, je sais pas quand. Mais il y a une bonne 60aine d'épisodes sur YouTube, facile à trouver, les Bons Dimanches. Pas beau, hein? Bon, parce que les bons, c'est ça. Parce que les Bons Dimanches, c'était l'autre affaire. Moi qui était vraiment lourd.
Mais ouais, allez voir si vous voulez un épisode en particulier. Je dirais que celui avec Louis Morissette et Jean-François Mercier, c'est un très bon. Simon Gouache avec Roman Frésinet, c'est un très très bon aussi. Puis lui que j'ai parlé de Kat Levac qui fait le roi aussi. Mais ils sont tous bons, ils ont tous de quoi de vraiment cool. Mais ces trois-là, c'est peut-être dans mes trois préférés. Là. Si vous voulez commencer par quelque chose de fort, c'est des très bons épisodes. Parfait. Yeah, merci beaucoup Simon Delille. Merci à vous autres. Bon choix, merci les gars. Bon show.